Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque cet épisode fait suite à l'épisode qu'on a sorti hier. Notre épisode spécial d'Halloween 2024, sorti le jeudi 31 octobre évidemment. Épisode spécialement dédié aux clowns tueurs, venu d'ailleurs une série B que j'adore, que j'aime beaucoup, pas comme certains membres de l'équipe, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour le défendre. Pour l'occasion, on a invité les frères Chiodo à parler avec nous du film. Les frères Chiodo, Stephen Chiodo, Charles Chiodo, Edward Chiodo, trois légendes du milieu des effets spéciaux, de l'animation stop motion et de la création de créatures pour le 7ème art qui ont marqué le cinéma horrifique et fantastique avec leur création et leur talent. Sur leur CV, on retrouve Team America, Elf de Jon Favreau, The Lost Boys, Robocop, Darkman, Marcel le coquillage avec ses chaussures, évidemment, Créatures. Je pense que c'est une de leurs créations les plus connues pour les fans de films d'horreur. Les petites boules de poils qui viennent de l'espace et qui sont légèrement voraces. Bref, trois petites légendes qui sont encore en activité et qu'on a été très heureux de recevoir avec nous pour une de leurs rares interviews françaises. Ils ont déjà été interviewés à droite à gauche, notamment par Alexandre Poncet, mais quand ils ont débarqué dans la discussion Zoom avec nous, ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas vraiment à quel point leur film avait voyagé en dehors des États-Unis, puisqu'ils n'avaient pas vraiment le contrôle sur leur distribution, sur leur diffusion. Donc quand des Français ont débarqué pour dire « on veut parler de Créatures et Killer Klowns », ils étaient très contents, parce que eux, ils n'ont pas vraiment de communication avec leurs fans français, ou les fans de cinéma d'horreur en dehors des USA, en fait. Donc ils étaient très contents de venir. On les remercie donc pour ce long entretien, qui revient donc sur la plupart des films clés, Créatures 1 et 2, un peu l'épée sauvage, Killer Klowns évidemment, Marcel le coquillage aussi, puisqu'on adore Marcel chez Jumpscare, et plus généralement sur le milieu des effets spéciaux, son évolution, leur rapport à l'avènement des images de synthèse. Est-ce que des gens qui travaillent avec des créations physiques et traditionnelles ont bien vécu l'arrivée du numérique? C'est une des questions qu'on leur a posées. Bref, un entretien très riche, on est très content de les avoir eus avec nous. On va remercier évidemment les Chiodo qui ont été avec nous, mais aussi Mathieu Le Coin du Bis et Romain Oulès qui ont fait la VF de Stephen et Edward Chiodo qui étaient là. Gros merci à eux parce que sans eux, les personnes qui ne parlent pas anglais auraient des petits soucis à suivre l'entretien. Faut savoir que suite à vos retours, on va garder le format une réponse en anglais suivie de la VF derrière au lieu de mettre la VF dessus la voix originale parce qu'on sait qu'il y a des gens qui écoutent Jumpscare à l'étranger et qui comprennent l'anglais. On a choisi cette technique de montage là pour que ce soit plus accessible à tous. Voilà. À noter aussi qu'on a que 2 des frères Chiodo sur 3, voilà. Le troisième était perdu sur Zoom, il a pas réussi à se connecter, il a essayé, il a cherché le mot de passe, il n'y arrivait pas. Bon, ça arrive, mais bon, on est déjà content d'avoir eu Stéphane et on est déjà content d'avoir eu Stéphane et Edouard. Ça nous paraît essentiel de donner la parole à ces gens, puisque sans eux, en fait, notre passion n'en serait pas là. Et puis, quand même, c'est pas tous les jours qu'on peut parler de Killer Klowns avec les gens qui les ont créés, tout simplement. Donc voilà, autant partager ça avec ceux que ça intéresse. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux, sur les applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, à dire que vous aimez le podcast, à le partager. C'est le meilleur moyen de soutenir Jumpscare gratuitement. Sans plus attendre, on va se lancer dans l'interview. Et puis, on se dit aussi à la semaine prochaine pour notre épisode sur The Substance de Coralie Farja, en présence de Coralie Farja aussi. Voilà, vous êtes gâtés, portez-vous bien et bon épisode. Première question, vous arrivez à Hollywood au début des années 80, après une enfance à faire des films en autodidacte et diverses expériences professionnelles à droite à gauche, et vous lancez officiellement votre société de production en 82. Comment est-ce que ça s'est passé, cette transition? Oh, well, that's an interesting backstory. We were making films as kids in New York when we were younger, and I think it was in 1980 we moved to California, and it was quite a shift for us. Nobody had known who we were at the time. So we started out from scratch. And we focused on our individual talents. I was a sculptor and an animator, so I started doing stop motion animation. Edward came, just shortly after we did in the early 80s? 1984. And he got jobs doing prop making and learning the business of filmmaking through different companies, doing mechanics at different special effects companies. And then my brother Charlie came with me originally in the 1980s and he was a production designer. He was an art director and he used his artistic skills as an illustrator to design characters.
So that's how we first got into the motion picture special effects industry in California. But we always wanted to make movies. So on the side, we were developing our own project ideas that we would hopefully be able to make in the future. Alors, c'est une histoire intéressante. On réalisait déjà des films à New York quand nous étions jeunes. Je crois que c'est en 1980 que nous avons déménagé en Californie. Cela a été un véritable bouleversement pour nous. Personne ne savait qui nous étions à l'époque. Nous sommes donc partis de zéro. On s'est concentré sur nos talents individuels. J'étais sculpteur et animateur, donc j'ai commencé à faire de l'animation en stop motion. Edouard est arrivé un peu après, en 1984. Il a travaillé sur la fabrication d'accessoires et a appris le métier de cinéaste auprès de différentes sociétés d'effets spéciaux. Mon frère Charlie est venu avec moi au tout début dans les années 1980. Il était décorateur et directeur artistique. Il utilisait ses compétences artistiques pour faire de l'illustration et du design de personnages. C'est comme ça qu'on a réussi à entrer dans l'industrie des effets spéciaux en Californie. Mais nous avons toujours voulu faire des films, donc en parallèle, on développait nos propres idées de projets qu'on espérait pouvoir réaliser un jour. The move to Los Angeles was really the culmination of a kind of a lifelong thing that we caught the movie bug, monster bug, very early on in our lives, and then did home movies, home stop motion animated little movies, recreating our favorite Ray Harryhausen, Willis O'Brien, stories. So really started there, always with this desire to make our own movies someday. Le déménagement à Los Angeles a été le point culminant d'une sorte d'histoire qui a duré toute notre vie. Nous avons attrapé le virus du cinéma très jeune. On réalisait des petits films d'animation en stop motion, on recréait nos films préférés de Ray Harryhausen et de Willis O'Brien, et c'est là que tout a commencé, avec dans l'idée de faire un jour notre propre film. Et du coup, l'objectif, c'était toujours Los Angeles, vous ne pouviez rien faire depuis New York. Interesting. As we were growing up in the industry in New York, it was mostly devoted to commercial work. Okay. And we weren't interested in commercials. It's a fantastic creative industry, but we were storytellers from way back when we were young, and we wanted to make movies. We did have an opportunity in Washington, D.C., of all places in the United States. We made what is really the first clay animated feature-length film. It was based on a property called Pogo, which was a famous comic strip in the United States. But after we made that feature film, which didn't get much of a distribution, we decided that if we wanted to make movies, we should go to Hollywood. Question intéressante. Quand on a commencé à évoluer dans l'industrie audiovisuelle de New York, on a vu qu'elle était surtout consacrée à la publicité. Et nous étions pas très intéressés par la publicité. C'est un secteur fantastique et créatif, mais nous étions des conteurs dans l'âme depuis notre plus jeune âge, et nous voulions faire des films de fiction. Nous avons eu l'occasion de réaliser un des premiers longs métrages d'animation en pâte à modeler à Washington, I Go Pogo, qui est tiré d'une célèbre BD américaine. Mais après avoir travaillé sur ce film, qui n'a pas beaucoup été distribué, nous avons décidé que si nous voulions faire des films, il fallait qu'on aille à Hollywood. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Los Angeles. The industry in New York, like Steven said, was mostly commercials and different types of movies. New York has had a thriving motion picture industry, but they didn't make the fantasy movies, the big special effects movies. Those were only done in Hollywood at the time, really. L'industrie audiovisuelle à New York, comme Steven l'a dit, était principalement dédiée aux publicités. Alors évidemment, New York avait quand même une industrie cinématographique florissante à l'époque, mais il ne faisait pas de films fantastiques ou de fantasy, ou de gros films remplis d'effets spéciaux. À l'époque, ces films n'étaient réalisés qu'à Hollywood. C'était pas trop dur de trouver du travail en tant que jeune trio, tout juste débarqué du Bronx, dans le Hollywood du début des années 80? Well, it was challenging. It was very difficult. We were very new, and any success we had on the East Coast of the United States didn't count. They didn't know who we worked with. They were unfamiliar with us. So we really had to begin from scratch, from the bottom. Even actually, wasn't your first professional job in California take you back to New York? Absolutely. We were in, Charlie and I arrived first, and I was in California for maybe 3 or 4 months with no work. The first call I got was from New York. So I went back to New York, did this job for Bob Grossman. He was a very famous airbrush illustrator, and we did some stop motion for him. Then when I got back to Los Angeles, I get a call from Rick Heinrichs and Tim Burton to do a project called Vincent. And it ended up, I got that call because of Robert Grossman. Rick Heinrichs and Tim Burton contacted Robert Grossman in New York and asked if he knew of an animator. And he said, oh, Stephen Chiodo just worked for me. I hear he's in Los Angeles. Give him a call. So
being unemployed in Los Angeles, getting a work in New York was my first opportunity and contact to get my first job in California. And it was a good job. It was Rick Heinrichs and Tim Burton on the short Vincent. I'm really pleased with that project. It was one of the nicest projects I worked on. Great design, guys to work with, and a really beautiful, heartfelt story. Eh bien, c'était difficile. C'était très difficile. Nous étions très nouveaux et les quelques petits succès que nous avions sur la côte est des États-Unis ne comptaient pas ici. Les gens nous connaissaient pas et donc on a dû repartir de zéro. Stephen, ton premier boulot en Californie ne t'a pas fait revenir à New York d'ailleurs? Absolument. Charlie et moi sommes arrivés en premier à Los Angeles et je suis resté pendant 3 ou 4 mois sans travailler. Le premier appel que j'ai reçu venait de New York. Je suis donc retourné à New York et j'ai travaillé pour Robert Grossman, qui était un illustrateur à l'aérographe très célèbre. On a pu faire de l'animation stop motion pour lui. Quelque temps après, quand j'étais de retour à LA, Tim Burton et le chef décorateur Rick Heinrich ont appelé Robert Grossman pour lui demander s'il connaissait un animateur car ils en avaient besoin pour un projet. Robert leur a répondu « Oui, Frères Chiodo, il vient juste de travailler pour moi. Il est sur Los Angeles, appelez-le ». Donc, le fait d'être au chômage à Los Angeles et de trouver un travail à New York a été ma première opportunité dans le milieu et aussi une manière d'obtenir mon premier emploi en Californie. Et c'était un job plutôt sympa, c'était pour le court-métrage Vincent de Burton. Je suis très satisfait de ce projet. C'est l'un des plus beaux projets sur lesquels j'ai travaillé. Un beau design, des gens formidables avec qui travailler et une histoire vraiment belle et sincère. Une de vos premières collaborations, c'était aussi avec le réalisateur de série B culte Albert Pyunn sur l'épée sauvage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est déroulé cette collaboration? Well, actually, that was Edward's first job with us. Charlie and I worked for a company called Magic Lantern. And while we were there, an art director who was working on another project, he ended up being the art director on Albert Pyunn's Sword and the Sorcerer. And he asked us, my brother Charlie and I, if we could design this crypt of heads for a sorcerer to come out of. We didn't have a facility, so we rented a facility and constructed this crypt with heads and with faces moving. And that was our first official Chiodo Brothers job that we contracted and started our company. Charlie et moi travaillions à l'époque pour une société appelée Magic Lantern. Et un directeur artistique de la boîte s'est retrouvé à être le directeur artistique de l'épée sauvage. Il nous a demandé, à Charlie et moi, si on pouvait concevoir une crypte d'où sortirait le sorcier du film. On n'avait aucun studio, donc on a loué un local et construit cette crypte. C'est là qu'on a décidé de monter notre propre boîte. C'était notre premier travail officiel sous le nom de Chiodo Brothers. And coincidentally, I happened to be visiting on a bit of a vacation when that job was happening. So my first time in Los Angeles, Stephen picks me up at the airport, and we drive onto location, Bronson Cave, which is in Griffith Park, a very famous shooting location here in Los Angeles. It was the original Bat Cave in the television series Batman, Star Trek. Every low budget and actually big budget movie has shot there. So it's really a very famous location here in Los Angeles. And my first 24 hours in Los Angeles was spent in this cave, finished fabricating and then operating it for the shoot for the movie Sword and the Sorcerer. And that was the first time we got to work with Albert Pyunn. Et par coïncidence, il se trouve que j'étais en vacances à Los Angeles quand cette demande nous est tombée dessus. C'était la première fois que je venais à Los Angeles. Stephen est venu me chercher directement à l'aéroport et on a foncé à Bronson Cave à Griffith Park, un lieu de tournage très célèbre ici à Los Angeles où des tonnes de films y sont tournés. C'était là que se trouvait la Batcave originale dans la première série Batman et c'est là aussi qu'a été tourné Star Trek. J'ai donc passé mes premières 24 heures à Los Angeles dans cette grotte, à finir de fabriquer cette crypte et de la faire fonctionner pour le tournage de l'épée sauvage. C'était la première fois que nous avons travaillé avec Albert Pyunn. Albert Pyunn, il a la réputation d'être un réalisateur assez excentrique. Il était comment ça s'est passé sur le plateau avec lui? Yes, our sequence went by really well. I mean, we had to climb into the crypt underneath where the vat of water was, and we manipulated the puppet with our 2 hands and our 2 feet to make the entire facade come alive. And we had air tubes in our mouths to make the veins pulsate, and there was other people pumping blood. It was great. It was I was in film school at the time, and I learned more in that 24-hour period than I did, I gotta say, probably than my entire film school career.
It's quite the education. It was pretty wonderful, and actually it was Greg Canham did the makeup effects, so future multiple Academy Award winner. It's a great team of people that they put together. Went on to a lot of great things. Oui, notre séquence s'est très bien passée. On a dû grimper dans la crypte sous une cuve d'eau et nous avons dû manipuler la marionnette qui voulait filmer avec nos 2 mains et nos 2 pieds pour donner vie à l'ensemble. Et nous avions des tubes d'air dans la bouche pour faire pulser les veines de la marionnette, et il y avait d'autres personnes qui pompaient le sang à côté, c'était génial. Je faisais encore mes études à l'époque, et j'ai appris plus en 24 heures sur ce tournage que pendant toute ma scolarité en école de cinéma. C'était vraiment merveilleux, et d'ailleurs c'est Greg Canham qui a réalisé les effets de maquillage, futur lauréat de plusieurs Oscars. C'était une super équipe que Pyunn a réunie, et ils ont tous fait de grandes choses par la suite. En 1986, vous décrochez le gros lot et votre société devient la principale boîte d'effets spéciaux à travailler sur le film Critters, qui lance une franchise et une créature devenue culte. Critters, un film américain de Stephen Herek. Les Critters sont féroces, ils ont les dents acérées et l'appétit sans borne. Ils arrivent sur Terre, tout près d'une petite cité. Parmi toutes les planètes de la galaxie, ils ont choisi la nôtre. Ils se cachent dans les moindres recoins. Il n'y a pas de tonalité. Ils adorent l'obscurité. Ils sont affreusement laids. Ils viennent de très loin et la faim les tenaille. Y avait-il déjà une idée précise de ce à quoi devaient ressembler les Critters ou vous aviez carte blanche pour les designer? Well, we did have pretty much a free reign. In the script, written by Brian Muir, it described the critters as fur balls with teeth. And that was the only description that was given. So my brother Charlie came up with different designs, and they wanted to make sure it didn't look like a little man in a suit. They wanted to make it an inhuman type design. So we were thinking, and Charlie came up with the Warner Brothers Looney Tunes character, the Tasmanian Devil, if you're familiar with that. Yes. Had tiny little hands, because I said they didn't want hands, they just didn't want hands. So he thought that shape was a good shape. So he did some sketches, variations of that kind of design, upside down triangle with tiny little claws and a big, big smile, a big mouth. And then I sculpted a maquette, a little small sculpture of the design, and we brought that into the meeting. And I think it was that really got us the job. Because prior to that, we had never keyed a show. We were never hired to do all the effects for a character. And so this was a big move for us. In fact, it was Kevin Yeager who suggested us. Kevin Yeager did a lot of the special effects on Nightmare. And he was busy on doing the sequel, so he suggested to Bob Shea at New Line Cinema, he said, try the Chiodo brothers. And it was his recommendation that got us the job, plus Charlie's designs. And it was a big deal for us, because when you do a show like that, you're not just making one puppet. We had to make many specialty puppets that could then deliver the effect, the individual effects that were required by the script. Et bien sûr, Critters, on a une très grande liberté de création. Dans le scénario écrit par Dominique Muir, les Critters sont juste décrits comme des boules de poils avec des dents. C'est la seule description qui était donnée clairement. La production voulait s'assurer qu'ils ne ressemblent pas à des petits hommes en costume. Ils voulaient qu'ils soient inhumains. Nous avons donc réfléchi et Charlie a imaginé différents designs des Critters, inspirés par Taz, le diable de Tasmanie, dans les Looney Tunes. Il a fait donc quelques croquis, dont une sorte de triangle inversé avec de toutes petites griffes et une grande bouche. Ensuite, j'ai sculpté une marionnette à partir de ces croquis. Et on l'a apporté en réunion avec la production. Je pense que c'est ce qui nous a permis de décrocher le contrat. Car avant ça, on n'avait jamais eu l'occasion d'être le studio d'effets spéciaux et de créatures principales derrière un film. Nous n'avons jamais été engagés pour réaliser tous les effets qui concernent un personnage, ici les Critters. C'était donc un très grand pas en avant pour nous. C'est Kevin Yeager qui nous a proposé la production. Kevin Yeager a réalisé une grande partie des effets spéciaux et des maquillages de la saga Freddy. Et il était occupé à faire une suite,
Il a donc suggéré à Bob Shaye, le patron de New Line, d'essayer les frères Chiodo. C'est cette recommandation qui nous a permis d'obtenir le contrat, ainsi que les dessins de Charlie. C'était un gros travail pour nous, car dans ce genre de projet, on ne fabrique pas qu'une seule marionnette. Nous devions fabriquer des tonnes de marionnettes spécialisées, capables de produire les effets individuels requis par le scénario. Le film a un petit budget de 2 millions de dollars. N'était-ce pas trop dur pour un film aussi riche en effets spéciaux et effets de créatures? Avez-vous dû faire des choix pour ne pas dépasser le budget? Oh, absolutely. Actually, $2 million at the time was actually a pretty good budget for an independent movie. The filmmakers were really, Rupert Harvey, they were really, really talented. They really knew how to bring really talented people to the mix. So everything was really planned. There were extensive storyboards that Charlie had worked on with the director. So there was a really solid plan that we followed going into making that movie. And we were very judicious on how we made the puppets. We didn't have a ton of money for them, but we made, 4 hero puppets that had all the bells and whistles, all the mechanics to make all the face move. And then, like Steven said, a bunch of individual specialty puppets with their specific gags. It was just really well organized and planned out. Not that there weren't surprises and things we learned and things we had to, correct and make better along the way, but it was again, it was our first feature that we keyed. So we were all in. For us, it was all about getting the critters on screen in the best way we could. 2 millions de dollars à l'époque, c'était un très bon budget pour un film indépendant, et on avait un très bon réalisateur. Il avait du flair pour trouver des gens talentueux. Donc tout était vraiment planifié, il y avait des storyboards très détaillés sur lesquels Charlie avait travaillé avec le réalisateur. Nous avons donc juste eu à suivre un plan très solide pour faire notre travail. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent pour les marionnettes, on a donc dû être très astucieux dans leur fabrication. Nous avons fabriqué 4 marionnettes principales qui avaient l'intégralité des fonctions et tous les mécanismes nécessaires pour les faire bouger et faire bouger leur visage. Et puis, comme Steven l'a dit, on a fait un tas de marionnettes individuelles spécialisées pour des scènes ou des gags spécifiques. Tout était vraiment très organisé et très planifié. Non pas qu'il n'y ait pas eu de surprises pendant le tournage, ou de choses que nous avons apprises en cours de route et que nous avons dû corriger et améliorer. Mais c'était encore une fois notre premier long métrage et nous étions donc très très motivés. Pour nous, il s'agissait avant tout de montrer les Critters à l'écran de la meilleure façon possible. Et 2 ans plus tard, vous travaillez à nouveau sur Critters avec la suite Critters 2. Bruyant, dévorant, ils font de cette petite ville tranquille. Un gigantesque festin. Critère 2. Je ne vous entends pas. Vous avez besoin d'un shérif, alors consultez les pages jaunes. Ces boules de poils affamées venues de l'espace et que rien n'arrête. Appelle tes amis. Comment je fais, moi, pour les joindre? Ils sont super. Ils dévorent tout sur leur passage. Demain, plus une de ces bestioles doit survivre. Brad, ils sont plus d'une centaine. Critère 2. Vous n'avez rien d'autre à perdre que vous. Cette fois-ci, le budget est plus grand, il est doublé, et le film est beaucoup plus riche en effets spéciaux, en effets de créatures, en explosions, là où le premier film était plus subtil à cause de son budget. Comment vous avez vécu cette transition? Well, in this case, there were quite a lot more critters. Besides your classic adult critters, we had a little baby critters. So along with the increased budget came an increase in the deliverables, the number of puppets we had to deliver, and the special effects. We had the giant critter ball that was about 10-foot diameter, and we had that critter, what would you call it? With the critter carpet, we call critter it? Carpet, yeah, the critter mats. The row of critters that were rolling along. It's simple looking, but very complicated to make. But we did have the money. We had a nice budget, so we were able to kind of ramp up and deliver all those specialty puppets. Mick Garris directed that one, wrote and directed it, and he had a lot more humor infused into the puppets, which we enjoyed. So we had a lot of fun on that production. Eh bien, dans Critters 2, il y avait beaucoup plus de créatures à l'écran. En plus des Critters adultes classiques, il y avait aussi les bébés Critters par exemple. L'augmentation du budget s'est donc accompagnée d'une augmentation de produits à livrer, du nombre de marionnettes à livrer
et d'effets spéciaux à réaliser. Et nous avions aussi le tapis de Critters, qui est la multitude de Critters qui roulaient tous ensemble par terre. D'apparence simple, mais très compliqué à réaliser. Mais cette fois, on avait plus d'argent, ce qui nous a permis de monter en puissance et de livrer toutes ces marionnettes spécialisées comme il faut. Mick Garris, le réalisateur, a insufflé beaucoup plus d'humour dans le film autour des marionnettes, ce qu'on a beaucoup apprécié. On s'est bien amusé sur cette production. Yeah, what Mick brought to it is this the sense of he really kind of drilled down and analyzed what was popular in the first film, and was those little critter moments of where something happened, where they went in for a kill, their little jokes aside, or when things didn't go right for the critters and they got killed. Those are like the funny moments. So, Mick really built on those moments. It was more critter gag specific. They had getting run over and flattened like like a pancake. On electrical wires, biting the wires and being shot and seeing the skeleton inside, those type of things. That he really played those moments. So it really required us a lot more specialty puppets, single purpose puppets. In the vat of oil, it comes up and it's all crispy from the French fryer. Those sorts of things. So there was a lot more of those moments, a lot more humor, and the whole concept of multiple critters coming together to form bigger balls. And then he built upon that notion in the movie to like one of the craziest props we ever built, the giant critter ball. Oui, ce que Mick a apporté au film, c'est une compréhension de ce qui marchait dans le premier film. Ces petits moments où les critters allaient tuer, leurs petites blagues entre eux, ou quand les choses ne se passaient pas bien pour les critters et qu'ils se faisaient tuer. Ce sont vraiment les moments les plus drôles du film, et Mick s'est appuyé sur ces moments précis. Le film est rempli de gags spécifiquement dédiés aux critters, comme celui qui se fait écraser et aplatir comme une crêpe, ou l'autre qui se fait électrocuter sur des fils électriques et où on voit le squelette à l'intérieur, enfin ce genre de choses. Mick Garris a vraiment joué sur ces moments, mais du coup il nous a fallu beaucoup plus de marionnettes spécialisées, des marionnettes à usage unique en quelque sorte. Dans le restaurant par exemple, un des critters tombe dans de l'huile bouillante et remonte totalement croustillant à cause de la friteuse. Voilà, ce genre de choses. Il y a beaucoup plus d'humour, et c'est de là qu'est venu le concept des critters qui se rassemblent tous à la fin pour former une espèce de boule géante. Cet aspect du film a donné naissance à l'un des accessoires les plus fous que nous ayons jamais construit, la fameuse grosse boule géante de critters. Oui, d'ailleurs, la boule géante de critters, elle est assez impressionnante. C'était pas un peu dangereux de manier une sorte de boule géante comme ça? No, it was great. We had so many versions of that. We had some that were balloons. It actually was inflated, and we kind of pushed them around lightly. One we had a bar through, and we would roll it by hand. And then the special effects technician, Marty Breslin, he hooked it to a truck, and then it was driven around off of a camera truck. And they got a lot of great shots. Mick Garris said he wanted the chariot race from Ben-Hur. He wanted those kind of shots. And with that rig that Marty built, they were able to shoot over and under and around. So the critter ball was 3 specialty versions of that 10-foot ball. Non, c'était génial à manipuler. Nous avons fait plusieurs versions de la boule géante. L'une d'entre elles était un ballon géant. On l'a gonflée et on pouvait la pousser facilement. Une autre version était reliée à une barre rotative et nous la faisions rouler à la main. Le technicien chargé des effets spéciaux, Marty Breslin, l'a ensuite accrochée à un camion et l'a fait rouler tout en accrochant aussi la caméra au camion. Il a obtenu beaucoup de belles prises de vue comme ça. Mick Garris nous avait dit qu'il voulait que la scène ressemble à la course de chars dans Ben-Hur. Il voulait ce genre de plan. Et grâce au dispositif que Marty a construit, ils ont pu filmer par-dessus, par-dessous et autour de la boule. Yeah, I mean, like one of my favorite shots in the movie is when the critter ball runs over one of the townspeople that are running away from it, and rolls over it. And then when it rolls away, you see the eviscerated skeleton below it. That was done with a giant weather balloon we inflated and then covered it with essentially a critter carpet. So it was always meant to be moving, so you wouldn't see that they didn't have the critter puppets on it. But the critter ball, 10-foot diameter, kind of a geodesic dome type triangle construction with sculpted critter faces, some that had solenoids in them that made the mouth snap, open and close, and illuminated eyes that would flash to make it look like it was blinking. That prop, one night we did have a problem with it, and a wire came dislodged, and the batteries that were inside of it were shorting out and actually caught fire.
So I had to go inside the critter ball because I'm tiny, and try and find the wire and find out what it was. But then but the bad thing is the materials, the foam we use for the spaces is a rubber foam, and when it catches fire, it exudes kind of dangerous gases. So I ended up in the hospital that night just to make sure I was okay. But that was the most dangerous thing we had. But it's funny when that scene where it's going down the main street of the town and it's banging into the truck with Brad and Leanne, Scott Grimes and Leanne Curtis. That was done practically. It was the ball on the camera truck. It was great. Ouais. L'un de mes plans préférés du film, c'est vraiment lorsque la boule de Critters roule sur l'un des habitants de la ville qui s'enfuit et qu'il ne reste que le squelette en dessous. Pour ce plan, on a utilisé un ballon météo géant. Nous l'avons gonflé et recouvert d'un tapis de Critters. Il était censé bouger très vite, histoire qu'on ne voit pas qu'il n'y avait pas vraiment de vraies marionnettes Critters dessus. Une autre version de la boule de Critters faisait plus de 3 mètres. C'était une sorte de dôme gigantesque avec des visages sculptés de Critters dessus, dont certains étaient équipés de mécanismes qui ouvraient et fermaient leur bouche et illuminaient leurs yeux en les faisant clignoter pour donner l'impression qu'ils clignaient des yeux. Et un soir, on a eu un gros problème avec cette boule. Un fil s'est détaché et les piles qu'il contenait ont eu un court-circuit et ont pris feu. J'ai donc dû aller à l'intérieur de la boule, parce que j'étais tout petit, pour essayer de trouver le fil qui s'était détaché. Mais le problème, c'est que la mousse de caoutchouc qu'on utilisait pour la boule s'est mise à libérer des gaz toxiques à cause du feu. J'ai donc fini à l'hôpital cette nuit-là, juste pour m'assurer que tout allait bien. Et c'est la chose la plus dangereuse que nous avions eue sur ce tournage. Mais après, ça reste une scène géniale. Quand la boule descend la rue principale de la ville et qu'elle entre en collision avec le camion, tout a été fait en vrai. Est-ce que vous avez gardé des props des films que vous aviez tournés? Well, very often the production company owns them, so we don't keep too many. Sometimes we do. Unfortunately, with the critter ball, they left it on location up in Santa Clarita, and little by little, either rats or fans started stealing all the heads. So we went up there, and all we saw was a naked skeleton. So, well, it was there for like 2 years. Somebody said, "Hey, what's up with where we shot critters?" And the critter ball is still there. We had nowhere to put it. Yeah, we have you do? molds from the critter balls, so we have some of the faces. Yeah. Okay. Yeah, occasionally we'll have made duplicates during the process, or we do have occasionally we are allowed to keep certain puppets here and there. Ils appartiennent à la société de production très souvent. On n'en reçoit donc pas beaucoup, mais parfois c'est le cas. Malheureusement pour la boule Critters géante, ils l'ont laissé dépérir sur place à Santa Clarita. Et petit à petit, les rats ou les fans sont venus la voir et ont commencé à voler les têtes de Critters sur la boule. Quand on y est retourné, il ne restait qu'un squelette de la boule. Elle est restée là-bas pendant 2 ans. Quelqu'un est venu nous voir pour nous dire que la boule était toujours présente sur la place, mais le truc c'est qu'on avait vraiment nulle part où la ranger. Après il nous reste quelques têtes de Critters et on a des moules de la boule de Critters. Occasionnellement, on fait des copies de nos travaux pendant le processus de fabrication et parfois la production nous autorise à les garder. Et avant qu'on quitte Critters, est-ce que vous avez vu le nouveau Critters, Critters Attack? Est-ce que vous avez été appelé pour travailler dessus sur celui-là? Well, we were asked, and there wasn't enough of a budget there. And because they were shooting in Canada, we felt the cost of us doing it in Los Angeles and then shipping everything up, we figured that would be money wasted. So we suggested, why don't you go with a local? And they went with the local company up in Vancouver. And we were going to consult with them, but they didn't ask us to consult, so they just did what they wanted. On nous a demandé d'y participer, mais le budget n'était pas suffisant. Et comme le tournage se déroulait au Canada, nous avons estimé que le coût de préparation du tournage à Los Angeles et de l'expédition de tout le matériel serait de l'argent gaspillé. Nous avons donc suggéré de faire appel à une entreprise locale à Vancouver. Ce qu'ils ont fait, nous n'avons pas été impliqués. On allait les consulter et les conseiller à un moment. Mais ils ne nous ont pas demandé de le faire, donc on s'est abstenu. Ils ont donc fait ce qu'ils voulaient. Vous n'aviez pas envie d'aller à Vancouver? We would have, but again, the budget. There wasn't a big budget, so to travel and pay for room and board and all that other kind of transportation just impacted the budget. That didn't go on the screen. Yeah, I mean, again, we had done our critters. We had a couple of meetings with Jordan Rubin, the director. Big fan of his Zombievers movie. Yeah, which would be a great fit. But by the time we got through all the negotiations, it just didn't make sense for the amount of money that we would have. It would have been
less, in current currency, it would have been less money than we had on the original movie. And we didn't feel that we would be able to do the job that, was worth putting our name on. We had our time with the critters, and rather than diminish that legacy, let new people take it up and spend all that money so they would have the best chance to make the best Critters movie possible. Oh, on l'aurait fait, mais encore une fois, le budget n'était pas très élevé. Donc, voyager, payer le gîte, le couvert et tout ce genre de transport aurait eu un impact sur le budget, qui ne se serait pas vu à l'écran. Et puis, on a fait nos Critters. Nous avons eu quelques réunions avec Jordan Rubin, le réalisateur, grand fan de son film Zombieverse d'ailleurs. Mais une fois les négociations terminées, on s'est rendu compte que cela n'avait pas vraiment de sens de participer par rapport à la somme d'argent que nous aurions dû débourser. On aurait eu moins d'argent que ce que nous avions pu avoir pour le film principal. On ne pensait pas être en mesure de faire un travail qui vaille la peine d'avoir notre nom dessus. En fait, on a eu notre époque avec les Critters. Et plutôt que de diminuer cet héritage, on a préféré laisser de nouvelles personnes le reprendre et dépenser cet argent pour qu'elles aient de meilleures chances de faire le meilleur film possible sur les Critters. Avant Critters, vous avez aussi travaillé sur Gremlins. Or, Critter est souvent considéré comme un rip-off de Gremlins. Vous a-t-on explicitement demandé de reproduire des éléments de l'un pour créer l'autre? Well, our involvement in Gremlins was only one shot. There is one shot in the film where you have like 40 little critters walking down the street when they in the final climax of the film. Yes, coming out of the movie theater. Yeah, coming out of the movie. Yeah, that was contracted by Fantasy 2 Film Effects. Gene Warren Jr. and Leslie Huntley had that company, and they contacted me to sculpt the animation puppet. So that was the extent of our involvement. I sculpted the puppet, Charlie painted the puppet, and the people at Fantasy 2, Pete Kleinow, did the animation. So that was very limited. And it's true, although Critters came out after Gremlins, it really was written prior to Gremlins' release. That's from Brian Muir, who told us that it just was languishing in Hollywood until they saw a success, and then they said, oh, well, let's do this one. Dans Gremlins, nous avons participé qu'à un seul plan. Il y a un plan dans le film où l'on voit une quarantaine de Gremlins marcher dans la rue dans le climax final du film quand il sort du cinéma. C'est un plan qui nous a été demandé par Fantasy 2 Film Effects, la boîte d'effets spéciaux de Gene Warren Jr. et Leslie Huntley. Ils m'ont contacté pour sculpter la marionnette. C'est plus ou moins tout concernant notre participation. J'ai sculpté la marionnette, Charlie a peint la marionnette et les gens de Fantasy 2 ont fait l'animation. Donc voilà, c'était très limité. Bien que Critter soit sorti après Gremlins, il a été écrit en réalité avant sa sortie. C'est donc ce que le scénariste Dominique Muir nous a dit. Le film était dans les limbes d'Hollywood jusqu'au succès soudain de Gremlins. Et les producteurs se sont soudainement dit « Oh, mais faisons Critters !» Brian had to go back and rewrite his script for Critters to take out some of the elements that turned out to be similar to Gremlins. So we were clearly aware of, Gremlins when we were making the movie. And the design is so different. The take is so different. So there wasn't really any explicit instructions to avoid it because there were different movies. Brian had done the work prior to eliminate things that would be deemed similar or a ripoff. But it was actually an original idea he had when he was before he ever moved to Hollywood, when he was much younger. So it's just one of those things, similar ideas, they're out there, and Gremlins was a huge phenomenon, and it did pave the way, for Critters. En fait, Dominique a même dû réécrire le scénario de Critters pour retirer certains éléments qui ressemblaient trop à ceux de Gremlins. Donc nous étions bien conscients de Gremlins pendant que nous faisions notre film. L'approche du film et le design des créatures sont très différentes des Critters. Il n'y avait pas vraiment d'instructions spécifiques pour éviter de trop ressembler à Gremlins, parce que c'était des films très différents. Dominique avait fait en amont le travail pour éliminer les choses qui auraient pu être considérées comme du plagiat. Mais c'était de base une idée originale qu'il avait eue avant même de venir à Hollywood, quand il était beaucoup plus jeune. Ce sont juste des choses qui arrivent, et Gremlins a en quelque sorte ouvert la voie pour Critters. And we did one unique special effect that I hadn't seen in Gremlins. We had our actual puppet actually walk. There's a scene where I think in the house, he was being shot at and he jumps into the toilet bowl. Well, there's one shot in the hallway where the critter actually runs across the carpet.
And that was created with an above, we had a rig above, like a little train track, and we had the critter suspended on wires that were powering a motor inside the body. And he was just ever so slightly above the ground, and the legs were moving back and forth as it went on this dolly across the hallway. So we had a critter running. Et nous avons réussi à faire un effet spécial unique sur Critters que je n'ai pas vu dans Gremlins. Nous avons fait marcher notre marionnette. Dans une scène de la maison, il y a un plan dans le couloir où un des Critters se fait tirer dessus et court réellement sur le tapis. Ça a été créé avec une sorte de structure semblable à une petite voie de train. Nous avions le Critters suspendu à des fils qui alimentaient un moteur à l'intérieur de son corps. Il était très légèrement au-dessus du sol et ses jambes bougeaient en avant et en arrière pendant qu'il se déplaçait sur les rails à travers le couloir. Donc voilà, on a réussi à faire courir un critter. We also had a remote control critter ball, decades before BB-8 in the Star Wars movies. In the studio, it would actually roll and turn. We did our slightly different than they did BB-8. But we had a weight that we would move with a servo, that would cause it to move left and right. And it worked beautifully in the studio on the perfect, wooden floor or the carpet. But as soon as we brought it out on the location where there was, dirt, rocks, ruts, and things like that, it just did not work reliably. It worked okay in the house, but outside it was a disaster. So we ended up we got really good at our bowling ball technique, where we would actually throw balls or roll them. We would weight them on one side and put spin on them to make them curve. And we'd hook the wires on them and have little points out in front of us. So when it hit a certain position, we'd pull the rope, the wire, and make it go off in a direction. So we got really good at kind of low tech, really effective, practical effects. Nous avions aussi un Critters en boule télécommandée des années avant BB-8 dans Star Wars. Elle pouvait rouler et tourner. Nous avons fait un peu différemment de BB-8, mais nous avons mis un poids à l'intérieur que nous déplacions avec un servo, ce qui faisait bouger la boule de gauche à droite. Nous avons fait un peu différemment de BB-8, mais nous avions mis un poids à l'intérieur que nous déplacions avec un servomoteur, ce qui faisait bouger la boule de gauche à droite. Elle fonctionnait super bien sur le sol du studio, mais dès que nous sommes sortis en extérieur, avec la saleté, les rochers, la terre, ce genre de choses, elle ne fonctionnait plus du tout de manière fiable. Ça marchait très bien en intérieur, mais à l'extérieur, c'était vraiment un désastre. Donc nous avons fini par... disons que nous sommes devenus très très bons dans notre technique de lancer de boules. On rajoutait du poids d'un côté et on leur donnait de l'effet pour les faire tourner. On attachait des fils dessus et quand la boule atteignait un point de repère qu'on avait défini à l'avance, on tirait sur le fil et ça la faisait changer de direction. Nous sommes donc devenus très très bons dans ce genre d'effet très simple mais très efficace. Après Critters, vous vous lancez dans la production de votre propre film avec les clowns tueurs venus d'ailleurs. Comment avez-vous mis sur pied le projet? Oh, well, let's see. Being at the right place at the right time. We were working on special props for Shelley Duvall's Fairy Tale Theater, a cable show that was shown in the United States. And the producer, Fred Fuchs, knew some people that had some financing for low-budget features. And he asked us if we had an idea for a movie. And we said, oh, yeah, we have this thing called Killer Klowns from Outer Space. So Fred took us to Transworld Entertainment, and it was special. We pitched it. I had a maquette of a clown. Charlie did a poster. We had a treatment, and we pitched it in the room, and they said they liked it. They said, I can sell it. I think they just bought it for the title. And we sold it in the room. We actually, our first pitch for a feature, we sold, and we got $2 million to make our first movie. En gros, on était au bon endroit, au bon moment. On était en train de travailler sur des accessoires pour le Fairy Tale Theater de Shelley Duvall, une émission diffusée aux États-Unis. Et le producteur de l'émission, Fred Fuchs, connaissait des gens qui avaient du financement pour des longs métrages à petit budget. Il nous a donc demandé si on avait une idée de film qui traînait. On lui a répondu « Oui, on a cette idée pour un film qui s'appelle « Les clowns tueurs venus de l'espace ». Fred nous a ensuite emmenés chez Transworld Entertainment pour pitcher le film. J'avais ramené une maquette d'un des clowns. Charlie avait fait une affiche et on avait un synopsis. Les gens de Transworld ont répondu qu'ils aimaient bien le projet et ils ont dit « on peut le vendre ». Même si je pense qu'ils l'ont juste acheté à cause du titre. Et voilà,
Nous l'avons vendu à toute la salle, c'était notre premier pitch de long métrage et nous avons obtenu 2 millions de dollars pour faire notre premier film. Fred Fuchs was supposed to produce the movie with me, and he started with us. We closed the deal on that very quickly, and we started writing the script. And somewhere we're about doing the second draft of the script, and Fred calls me up and he wants to go to breakfast. And so we go to breakfast, and he tells me that he got a call from Francis Ford Coppola, who he met and became quite friendly with during Fairy Tale Theater. Fred was the producer, and Francis directed the Rip Van Winkle episode, and they became really close friends. And he was getting ready to produce Tucker, his next motion picture, and he wanted Fred to come on board as his producer. So Fred asked me, would you mind if I went to go work with Francis Ford Coppola? And I said, no, Fred, you have to stay here and work on Killer Klowns from Outer Space. It's a better career. Fred was really smart. He did the right thing. He jumped on Ford Coppola's boat. Fred Fuchs devait produire le film avec moi. On a rapidement conclu l'affaire. Nous avons commencé à écrire le scénario et au moment d'écrire la deuxième version du script, Fred m'appelle et me dit qu'il veut qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Donc nous allons prendre le petit déj et là il me dit qu'il a reçu un appel de Francis Ford Coppola, avec qui il était devenu assez ami pendant l'époque des Fairy Tale Theater, car Fred était le producteur de l'émission et Francis Ford Coppola avait réalisé un des épisodes. Ils sont ensuite devenus de très bons amis. Coppola s'apprêtait à réaliser Tucker, son prochain film, et il voulait que Fred le rejoigne en tant que producteur. Alors Fred m'a demandé « Est-ce que cela te dérangerait si je vais travailler avec Francis Ford Coppola ?» Et j'ai bien sûr dit « Non Fred, tu dois absolument rester ici et travailler sur les clowns tueurs venus de l'espace. » C'était un bien meilleur choix de carrière. Fred était vraiment intelligent. Il a fait ce qu'il fallait. Vous avez dit dans une interview que les Griffes de la Nuit étaient une inspiration importante pour Killer Klowns. Dans quelle mesure? Et est-ce que d'autres films d'horreur ou de science-fiction vous ont inspiré pour ce film? Oh, well, many. Actually, Killer Klowns is really a love letter to all the science fiction films that we saw in the 50s and 60s. The overall plot line is The Blob, the original Blob with Steve McQueen. But there are so many iconic elements and visuals in it that were things that influenced us. Movies like Forbidden Planet, the power chamber in the tent is the Krell lab, exact same thing. We have influence from the Body Snatchers with the cocoons. We have even Warner Brothers Looney Tunes, the footprints all over the walls. That was from the cartoons that we watched. So it really is all the things that influenced us. And as far as Nightmare on Elm Street, we love the creative kills, the way that they kind of twisted it. But they were kind of nasty. So what we did in the writing of Killer Klowns, we created what we call candy-coated kills. And we took all the circus and carnival motifs and put like a twist on them so that popcorn can kill you, balloon dogs can kill you. So when you die, you kind of laugh at the way they're being killed because of the comic circus motif. En fait, Les Clowns tueurs est vraiment une lettre d'amour de tous les films de science-fiction que nous avons vus dans les années 50 et 60. L'intrigue générale est celle du Blob, l'original avec Steve McQueen. Mais il y a tellement plus d'éléments et de visuels emblématiques qui nous ont influencés. La chambre d'énergie dans le cirque des clowns tueurs, c'est le laboratoire de Krill dans Planète Interdite. C'est exactement la même chose. Les cocons, eux, viennent tout droit de l'invasion des profanateurs de sépultures. Nous avons même placé des références aux Looney Tunes, avec les empreintes de chaussures de clown partout sur les murs. Ça vient tout simplement des dessins animés qu'on regardait. C'est vraiment toutes ces choses qui nous ont influencés. En ce qui concerne Freddy, nous aimions ces meurtres qui sont à la fois créatifs et cruels. Ce que nous avons fait en écrivant Les Clowns tueurs, c'est que nous avons créé ce que nous appelons des meurtres enrobés de bonbons. Nous avons pris tous les motifs du cirque et de la fête foraine et nous les avons tordus. Par exemple, le popcorn devient mortel, les chiens en ballon deviennent des chiens pisteurs, etc., etc. Tout ça de sorte que la manière dont les protagonistes meurent vous fasse un peu rire. Tout ça à cause du côté cirque du film. Vous travaillez en trio, mais sur Killer Klowns, vous êtes répartis les tâches. Stephen est par exemple l'unique réalisateur. Comment vous êtes-vous répartis les rôles et avez-vous tous quand même pu avoir votre mot à dire sur le travail des autres? Well, the company has always operated
utilizing the three distinct talents that we have. I would come up with some concepts and I would end up being the director. Charlie is our production designer, so he'd do the character designs and the sketch and the concept art. And Edward got into the mechanical fabrication of the animatronics and ends up doing the budgeting and the producing. So that's how our company worked. And we kind of slipped into that kind of production mindset when we did Killer Klowns. We each collaborated on the writing of the script. I came up with this original idea of what I thought was the most frightening thing I could imagine. And for me, it was driving down a lonely mountain road and having a car pass me, and there was a clown there. A clown being where it shouldn't was really frightening. So we took that idea and we rolled it into Killer Klowns from Outer Space, and we just sat there. I think we wrote it in a month. We did 5 pages every day, and we wrote it in 4 weeks. And it was really just us playing around, brainstorming about how we can get these creative kills with circus motifs. So it was really a love letter to all the sci-fi movies that we enjoyed as kids. Eh bien, l'entreprise a toujours fonctionné en exploitant les 3 talents distincts que nous avions. Je trouvais des concepts et je finissais souvent par être le réalisateur. Charlie, lui, est notre production designer. Donc, il s'occupait de la conception des personnages, des croquis et des concept art. Edouard s'impliquait dans la fabrication des animatroniques et s'occupait du budget de la production. C'est ainsi que notre entreprise fonctionnait. Et nous avons adopté cette mentalité lorsque nous avons fait les clowns tueurs venus de l'espace. Nous avons tous collaboré à l'écriture du scénario. J'ai eu cette idée originale en essayant de penser à la chose la plus effrayante que je pouvais imaginer. Et pour moi, c'était de rouler sur une route montagneuse, isolée, et de croiser une voiture avec un clown dedans. Un clown à un endroit où il ne devait pas être, c'est vraiment effrayant. Nous avons pris cette idée de base et nous l'avons développée pour les clowns tueurs. Je pense qu'on a écrit le scénario en 1 mois. L'écriture, pour nous, c'était un peu un bac à sable. Nous réfléchissions à la façon de créer toutes sortes de meurtres un peu créatifs sur le thème du cirque. C'était vraiment une lettre d'amour à tous les films de science-fiction que l'on aimait quand on était enfant. Yeah, so I mean, creatively, we all were invested in it. You know, again, the genesis was Steven's original idea, but then we all wrote the script together, and you know, and during the production, I handled more of the production chores, making sure all the trains running on time, that sort of thing. And there's a lot of, we're all there during the shooting. So Steven was the director. He would be the person talking to the actors and, the DP and whatnot. But we would have our input through Steven. We'd always confer on, hey, is this working? Can we try something like this? But always Steven was the point person, the director. He was the one that really interfaced with the talent and the making of the movie. And that's pretty much how we work on a day-to-day basis on all the projects that we've done. It really kind of works out best. Oui. D'un point de vue créatif, nous étions tous investis. Encore une fois, l'idée initiale venait de Stephen, mais ensuite, nous avons écrit le scénario tous ensemble. On était tous les 3 là pendant le tournage. Pendant la production, je m'occupais davantage des tâches de production, en veillant à ce que tout fonctionne bien et que les deadlines soient respectés. Stephen était le réalisateur, c'était lui qui parlait aux acteurs et au directeur de la photo, et ainsi de suite. Mais nous donnions tous notre avis à travers Stephen. On se concertait souvent tous les 3, on se demandait toujours « est-ce que cette scène fonctionne ?» ou « est-ce qu'on peut essayer autre chose ?» Mais Stephen restait toujours l'interlocuteur principal. C'était vraiment lui qui gérait le casting et la réalisation du film. C'est à peu près comme ça qu'on a fonctionné sur Killer Klowns et sur tous nos projets, et ça fonctionne vraiment bien. Et c'était dur au début justement en tant que frère d'avoir un rôle défini, bien défini. Well, let's see. No, there was never any issue about it. I mean, typically if one of the brothers comes up with an idea, everybody else kind of files behind that person and they become the lead and we just kind of follow suit with our creative input. It's easy. I mean, we have a similar background. I mean, we grew up in the same house. We've known each other all our lives. And there's a familiarity with similar backgrounds that kind of keeps our ideas together. But we're each 3 individual people with our own individual personalities. And that brings a kind of enough diversity into the creative process that keeps it going. Yeah, you could imagine a creative conference with 3 Italians, how that might elevate in the temperature. That happens often, but at the end of the day, it's really the project is really the most important aspect to keep that thing going. And we've been working together, not counting our childhood, but our professional careers over 40 years together.
Non, il n'y a jamais eu de problème à ce sujet. Je veux dire, en général, si l'un des frères propose une idée, tout le monde se range derrière lui et nous lui suggérons nos contributions créatives. C'est plutôt facile. Nous avons un parcours similaire. Nous avons grandi dans la même maison et nous nous connaissons depuis toujours. Il y a une telle familiarité entre nos parcours qui fait que nos idées arrivent à rester cohérentes. Mais nous sommes 3 individus avec nos propres personnalités. Et cela apporte suffisamment de diversité dans le processus créatif pour le faire avancer. Après, bien sûr, on peut penser à raison que dans un brainstorming créatif avec 3 Italiens, le ton monte très vite, et ça arrive souvent. Mais au fond, c'est vraiment le projet qui est le plus important dans tout ça. Et nous travaillons ensemble depuis plus de 40 ans, sans compter notre enfance. Yeah, I mean, the joke is that we have one brain between us. But in reality, I actually, even though we have such a shared, association growing up, we are 3 different people, so we do have 3 different perspectives. In a lot of ways, that makes the project stronger because each of those perspectives are dealt with in various ways. So it's sometimes it's kind of bulletproof in terms of a logic standpoint because we do come at it in 3 different ways. Oui, la blague qu'on fait souvent, c'est qu'on a un cerveau pour 3. Mais en réalité, même si nous avons formé un lien en grandissant ensemble, nous sommes bien 3 personnes différentes. Nous avons donc 3 visions différentes, et ça renforce souvent le projet sur lequel on travaille, car les perspectives du projet sont abordées de différentes manières. Ça rend le projet logiquement plus solide, parce qu'encore une fois, nous l'abordons de 3 manières différentes. Le film possède un petit budget de $2 millions. Est-ce que ça a impacté la vision initiale du projet? Avez-vous dû couper des scènes que vous regrettez avoir coupées, par exemple? Yeah, I mean, it's actually our original budget was $1.85 million. We went over budget, but we did do some reshoots and additional scenes. At that point, again, this was our first motion picture, so that was a lot of money for us. And though I wouldn't say it was enough money to make the movie we envisioned. The reason we were able to pull it off was because we had been working here in Hollywood for some time, and we had amazing friends, amazing talented friends who offered their skills for very little money. Fantasy 2 Film Effects, Gene Warren Jr., Leslie Huntley, did all the visual effects for an incredibly low amount of money. Mark Sullivan, matte painting. Amazing matte painting work. One is behind me for incredibly low money. Dwight Roberts, a longtime friend and associate who ran our shop. We gave him a little bit of money to do an amazing amount of work. So things like that, right down, Gene Rizzardi, all the special props. It's just amazing friends that did us an incredible favor, working well below their rates to make that movie come true. The rest of the movie costs what the rest of the movie does. We shot on location, and it takes a lot of money to move a crew of 20, 30 people up to a location for 6 weeks where we built everything, shot everything. But at the end of the day, we were, again, very clever on how we boarded the sequence. Stephen boarded the entire movie, at least all the special effects sequences with my brother Charlie. So we had a really rock solid plan and used all our special effects knowledge to really try and, maximize it. There were some things that we left behind, the original ending of the movie and the first draft of the script. Alors en fait, notre budget initial était de $1,85 million. C'était notre premier long métrage et ça représentait beaucoup d'argent pour nous. Nous avons dépassé ce budget car on a dû faire des reshots et tourner quelques scènes supplémentaires. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait là suffisamment d'argent pour faire le film qu'on voulait faire. La raison pour laquelle nous avons pu le réaliser, c'est que nous travaillions à Hollywood depuis un certain temps et que nous avions des amis extraordinaires et talentueux qui nous offraient leurs compétences pour très peu d'argent. Fantasy 2, encore eux, ont réalisé tous les effets visuels pour une somme incroyablement basse. Mark Sullivan, génie de la peinture qui a aussi fait tous les matte paintings du film, a travaillé pour un montant tout aussi bas. Gene Rizzardi aussi, qui a dû faire tous les accessoires spéciaux du film avec quasiment rien. Tous des amis extraordinaires qui nous ont fait une faveur incroyable en travaillant bien en dessous de leurs tarifs pour que ce film devienne réalité. Pour le reste du film, nous avons tourné en décor réel et il faut beaucoup d'argent pour déplacer une équipe de 20 à 30 personnes sur un site de tournage pendant 6 semaines, où nous avons dû construire pas mal de choses pour pouvoir tourner. Mais là aussi, nous avons été astucieux dans la façon dont nous avons storyboardé les scènes. C'est Stephen qui a storyboardé tout le film avec Charlie.
Du moins, toutes les séquences à effets spéciaux. Nous avions donc un plan très solide et nous avons utilisé toutes nos connaissances en matière d'effets spéciaux pour essayer de le rendre encore plus solide. Mais après, il y a aussi des scènes qu'on a dû couper, comme la fin originale de la première version du scénario, par exemple. Yeah, in fact, we had a giant turntable that was going to be part of the big climax. We took that out, but the only other thing that affected it, Clownzilla, we had hoped we could do with stop motion animation. It was a technique we loved from Willis O'Brien's King Kong and the work of Ray Harryhausen, but we didn't have enough money to shoot that, so we opted for the Toho version of monsters like Godzilla. We created a costume that when Charlie shows up, he'll tell us about his experience. My brother Charlie was in fact in the suit. I mean, it was like, again, an homage for all of those wonderful films. Oui, en fait, le climax original prenait place sur un tourniquet géant. On a dû le couper. La seule autre chose affectée par le manque de budget, c'était le Clownzilla. On espérait pouvoir le faire avec de l'animation en stop motion. C'était une technique utilisée par Willis O'Brien pour King Kong et par Ray Harryhausen dans ses œuvres. Mais on n'avait pas assez d'argent pour tourner ça. Alors on a opté pour la version Toho des monstres comme Godzilla. On a créé le costume et c'est Charlie qui s'est mis dedans. Encore une fois, c'était un hommage à tous ces films qu'on adore. Puisque vous avez parlé un peu de la fin, j'imagine qu'on peut dire que les personnages principaux meurent à la fin. Puisque quand j'ai montré le film à ma copinière, elle m'a dit « Et il se passe quoi ensuite ?» Donc je lui ai dit « Je pense qu'ils sont morts, puisque justement la crème glacée fait fondre le mec dans le cirque, juste avant. » You would think that, but if we ever have a chance to do the sequel, the clowns are really tricky. You know, you never know what they're going to do. They could have been tasty pies and not acid pies. We don't really know. We'll have to stay tuned. On peut penser ça en effet, mais si nous avons un jour la chance de faire une suite, eh bien disons que les clowns sont aussi malins qu'imprévisibles. Les tartes peuvent très bien être des tartes totalement normales, absolument délicieuses et pas des tartes à l'acide. On ne sait pas vraiment, faudra garder l'œil ouvert à l'avenir. Yeah, I like to think that they're acid pies and they didn't get covered with them like the security guard did. So if you ever come back, I would look for telltale scars and things on their faces. Yeah. But it's funny, in the original draft of the script and actually how we shot it, Dave the cop actually does die. He sacrifices himself to save the others. The Terenzi brothers were always coming back. They were always going to escape and be reunited with Mike and Debbie at the end of the movie. But Dave died. And in test screenings, it came back that people really liked Dave the cop. Yeah. And it wasn't really that type of movie that he should die. So the executive suggested that we rewrite the ending. And we did. The ending that's now in the movie where Dave escapes in the ice cream truck with the Terenzi brothers. Because again, it wasn't that type of movie. It was kind of a fun romp, you know, a good time movie. So you want to see the characters that you like come out safely. But again, at the time, we weren't really thrilled with that idea, and that's where the acid pies came into. We wanted to have one little joke, and that's where the pies. So the clowns are still out there causing trouble. Moi, j'aime à penser que ce sont de vraies tartes acides. Et comme ils ne se sont pas totalement fait recouvrir de tartes comme l'agent de sécurité dans le film, ils seront couverts de cicatrices si on les revoit dans une suite. Dans la première version du film, et même en fait dans la version qui a donné le film que vous connaissez, Dave, le policier, mourait. Il se sacrifie pour sauver les autres. Les frères Terenzi, eux, étaient toujours censés survivre. C'était toujours prévu qu'ils s'échappent et finissent par être réunis avec Mike et Debbie à la fin du film. Mais Dave, lui, mourait. Lors des projections tests, on a vite vu que les gens aimaient beaucoup Dave. Et puis ça n'est pas vraiment le genre de film où il devait mourir. Donc les producteurs nous ont suggéré de réécrire la fin, et nous l'avons fait. La fin actuelle du film montre Dave qui s'échappe dans le camion de crème glacée avec les frères Terenzi, parce qu'encore une fois, ça n'était pas ce genre de film. On vise plus un film amusant, on doit passer du bon temps devant, donc on veut que les protagonistes s'en sortent en sécurité. Mais à l'époque, on n'était pas vraiment emballé par cette idée, et c'est là que l'idée des tartes acides sont arrivées. Nous voulions juste rajouter une dernière petite blague. Les clowns sont toujours là, quelque part, et à foutre la merde. Alors, c'est un film qui possède des tonnes de séquences riches en action, en course-poursuite et en scènes remplies d'effets spéciaux. Le tournage n'a pas été trop compliqué. N'avez-vous pas eu de grosses difficultés? As a low-budget film, we had a lot of challenges. For example, the sequence where the clown is driving next to the automobile, which was really the inception of the whole concept, we had to shoot that twice.
the first time we shot that sequence, we actually had a stuntman in a clown suit on a rig that was attached to the car. And he would push buttons in his gloves and he would move forward, he would move backwards, he would move to the side so he could bang into the car. Really sophisticated, a piece of equipment that was built for us. We shot it live out on location, but the DP didn't really have enough lights to light the exterior location, so it looked like we had a clown on a black stage. You didn't see any of the location. So I had to speed up the shooting on some of the live action scenes in order to make time to reshoot that. So I sped up all of the other, the character work. And then we had half a day at night to shoot that again. We shot it again on a new location that was very, very bumpy. The road was really awful. And shooting in the camera car with a longer lens, the lens was bouncing up and down. So all of that footage was like garbage because the camera was moving all over the place. I gave up on the sequence. It was really, like I said, the inception of the overall film. But my brother Charlie worked with the editor and they salvaged some good shots. And he helped construct what we do see now in the film, that sequence where the clown bangs the car over the cliff. Which brings us to the other big tragedy. Oui, en tant que film à petit budget, nous avons eu beaucoup de défis. Par exemple, la séquence où le clown conduit à côté de la voiture, qui est l'idée qui a donné naissance au film, eh bien nous avons dû la tourner en 2 fois. La première fois, nous avions un cascadeur dans un costume de clown sur une plateforme attachée à la voiture. Il y avait des boutons dans ses gants pour avancer, reculer, se déplacer sur le côté pour heurter la voiture. Un équipement très sophistiqué, construit rien que pour nous. Nous avons tourné ça en direct sur le lieu de tournage, mais le directeur de la photo n'avait pas assez de lumière pour éclairer l'extérieur comme il fallait. Donc ça ressemblait à un clown sur une scène entièrement noire. On ne voyait pas du tout le décor. J'ai donc accéléré le tournage de quelques scènes de dialogue entre les protagonistes, et on a pris la moitié d'une nuit pour tourner à nouveau. Cette fois-ci sur un nouveau lieu de tournage qui était très, très bosselé. La route était vraiment mauvaise et on tournait avec une longue focale à l'intérieur d'une voiture. Et du coup, l'objectif rebondissait de haut en bas. Toutes les images étaient donc inutilisables parce que la caméra tremblait dans tous les sens. J'ai donc abandonné la séquence alors que c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'idée initiale de tout le film. Mais mon frère Charlie a travaillé avec le monteur et ils ont réussi à récupérer quelques bons plans. Et il a aidé à monter ce que l'on voit maintenant dans le film, c'est la séquence où le clown fait tomber la voiture du haut de la falaise. Ce qui nous a amené à une autre tragédie. Yeah, no, again, not that anybody did anything intentional, but the climax of that scene was after this ferocious chase down this mountain road, the clown bumps the car and sends it flying off a bridge, and it crashes and blows up in flames. So we had the car, we had our special effects team rig it, the breakaway bridge, the crossing on the bridge, and it was going to be a cable pull where they attach a cable to the car through a set of pulleys, attach it to another vehicle, and that vehicle takes off really fast, pulls the car, gets it at speed, and then pulls it over the ledge. Well, the location we chose was on a slight incline. It had a slight hill. So in order to because they had to put the car in neutral, nobody could be in the car, they put a small sandbag underneath the wheel of the car to keep it from rolling. Well, when it came to roll cameras, the effects team either forgot to remove it or thought they'd be able to pull the car over it. Well, in any case, whatever the reason was, when the pull vehicle started pulling, it snapped the cable, but it had enough momentum to get over the sandbag and then slowly roll down the hill and dribble through the railing and over the bridge and into the ravine. It was like so anticlimactic because they were saying, everybody clear the beach because this thing's gonna shoot over there. It's gonna fly over there. So we were like a half a mile away where literally I could have been standing under the bridge. So that was like, and that is, and we'll go, what the frustrations of a low budget production is, we only had one car. We only had one railing. The time it would have taken to pull that car up and rig it, we just didn't have the time to go back. We didn't have another car
standing by so we could just do a take two. It was one take deal. The sun was coming up. It was just like little things like that. Oui, encore une fois, et là je dis pas que quelqu'un a fait quelque chose de mal de manière volontaire, mais le point culminant de cette scène, c'était le moment où le clown heurte la voiture et l'envoie en dehors du pont, et où ensuite elle s'écrase et explose dans les flammes. Nous avions donc la voiture et on avait demandé à notre équipe d'effets spéciaux de l'installer. Il s'agissait d'un tir de câble, ce qui consiste à attacher un câble à la voiture à travers un ensemble de poulies, puis à l'attacher à un autre véhicule, et ce véhicule démarre très vite, tire la voiture, prend de la vitesse, et la tire ensuite par-dessus le rebord. Évidemment, personne ne devait être dans la voiture. L'endroit que nous avions choisi était légèrement incliné, et pour empêcher la voiture de rouler, l'équipe a mis un petit sac de sable sous la roue, car il fallait mettre la voiture au point mort. Lorsqu'on a commencé à tourner, l'équipe chargée des effets spéciaux a soit oublié de l'enlever, soit pensé qu'elle pouvait tirer la voiture par-dessus. Quoi qu'il en soit, les raisons exactes importent peu. Mais lorsqu'ils ont tiré avec l'autre véhicule, le câble s'est rompu, mais la voiture a eu assez d'élan pour passer par-dessus le sac de sable et dévaler très lentement la colline, passer à travers la balustrade et tomber dans le ravin. C'était tellement anticlimatique parce qu'on disait tout le monde dégagez le plateau, dégagez la voie parce que le véhicule va aller très très vite et il va voler par là. On s'est placé à 1 mile du pont pour être en sécurité alors qu'on aurait pu rester sur le pont au final. Et la frustration liée aux productions à petit budget, c'est aussi de ne disposer que d'une seule voiture et d'une seule balustrade. Il nous aurait fallu beaucoup de temps pour remonter la voiture et la réparer, du temps que nous n'avions tout simplement pas. Nous n'avions pas d'autres voitures à disposition pour faire une deuxième prise. On a donc eu droit à une seule prise à la fin de la nuit et le soleil commençait à se lever. Donc voilà. You know, it's funny actually. The biggest issue with it was not with the crew. We ended up shooting 36 days all at night, even when we went onto the stage, because we were building in a warehouse that didn't have heat. So the art department couldn't work at night because literally the paint was not drying. So we had to change our schedule. So the art department worked during the day when there was sunlight, it was warm. The crew, we stayed on nights. And that caused a lot of problems with the main production, the Transworld people. So our biggest issues, the biggest fights I had were with my bosses, not the crew below us. They thought this was a fun movie. They were having a blast working on it for the most part, you know. But so it was just like the logistics of it. You know, well, why are you doing this? That wasn't the plan. Well, the plan wasn't working. We had to make a mid-course direction to get this movie shot in 36 days. That's why I'm here, to get the movie made. Yeah. And it's those type of little things. The more mundane things turned out to be the more frustrating things. You know, a prop not working, a gag not working. That happens, you know, because you're doing things that have never been done before. So you put your heads together and artistically you come up with a solution. You know, demanding that you work during the day because somebody who doesn't, you know, wants to sleep at night. That's not a good reason not to do it. Vous savez, c'est drôle en fait. Le plus gros problème n'est pas venu de l'équipe. Nous avons fini par tourner pendant 36 nuits dehors. Le département artistique du film ne pouvait donc pas travailler la nuit parce que la peinture qu'ils utilisaient ne séchait pas à cause du froid. Et quand on filmait dans un studio, même problème, car le studio n'avait pas de chauffage. Nous avons donc dû modifier notre emploi du temps pour que le département artistique puisse travailler pendant la journée, lorsqu'il y avait du soleil et qu'il faisait chaud. Le reste de l'équipe, elle, travaillait la nuit, ce qui a posé beaucoup de problèmes avec la production chez Transworld. En gros, les plus grosses disputes que j'ai eues étaient avec eux, et pas avec notre équipe de tournage. Ils s'amusaient beaucoup sur le projet, mais ils questionnaient aussi beaucoup la logistique, du genre « pourquoi est-ce que vous faites ça comme ci et pas comme ça ça c'était pas prévu dans le planning, etc. » Et comme le planning original ne fonctionnait pas, nous avons donc dû tout modifier pour réussir à loger le tournage dans 36 jours seulement. C'était ça mon job après tout, et le film devait se faire. C'est ce genre de petites choses qui étaient compliquées. Les choses les plus banales se sont révélées être les plus frustrantes. Killer Klowns est un film de débutants en quelque sorte. Vous étiez tous les trois au début de votre carrière et la plupart des membres du casting étaient jeunes et débutants et ont fait leurs armes sur ce film. Parmi tous ces jeunes, vous inclus, se trouve John Vernon, acteur qui est quand même très expérimenté et beaucoup plus vieux, qui joue Curtis Mooney. Comment est-ce que ça s'est déroulé, votre collaboration avec lui, qui était un peu le doyen du groupe, et est-ce qu'il s'est laissé prendre au jeu du délire du film? Working with John was a real treat for me. Being first-time director at this caliber, I didn't have a lot of experience. I spoke to him. He knew exactly what I wanted. His performance in Animal House as Dean Wormer was a kind of rough
tough character that I wanted in the film. Yeah. And I believe he really enjoyed himself. And I learned a lot. There was one scene in particular when the clown comes into the police station and they have their one-on-one and the clown leans over and sprays him with the flour, squirts him in the face. We did one take where it was one squirt at John's face. And after John said, and I said, that was fine. I was happy. And John suggested, hey, let's do it again. Have him squirt me once and then a beat and then have him do it a second time. And we did it. And it ended up being the better take. John, besides being a great actor, had some real good comic timing. And I think that was a really great suggestion. And he was very supportive with me all the way through the shoot. I really happy. And I heard from his daughter that he really did enjoy working with us on Klowns. En tant que réalisateur débutant, travailler avec John, ça a été un vrai plaisir pour moi. Je n'avais pas beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup appris avec lui. Je lui parlais à peine et il savait exactement ce que je voulais. Son interprétation dans Animal House était exactement le genre de personnage dur et sévère que je voulais dans le film. Je crois qu'il a vraiment pris du plaisir sur Killer Clown. John, en plus d'être un grand acteur, avait un excellent sens du timing comique. Il y a une scène en particulier où un clown entre dans le commissariat et ils ont leur confrontation en tête-à-tête. Le clown se penche, lui tend un bouquet de fleurs et le vaporise avec de l'eau. Nous avons fait une prise avec une seule giclée d'eau sur le visage de John. J'ai dit que c'était bien, j'étais satisfait, mais John a suggéré « Eh mais fais-le encore une fois ! Fais-le m'arroser encore, puis attends un instant et fais-le une seconde fois !» Nous l'avons fait et cette prise, c'est celle qui est dans le film. Il m'a beaucoup soutenu tout le long du tournage et j'ai entendu dire par sa fille qu'il avait vraiment apprécié travailler avec nous sur les clowns tueurs venus d'ailleurs. It's funny, and then just having that presence on the set, there's a gravitas to him. He's a big man, and his career was just incredible. He has amazing film roles. Obviously Animal House is the most one in terms of like the cult status, but Outlaw Josie Wiles, and he's just really a presence. And actually he intimidated the other cast members, which was really great because it played into their characters. Suzanne Schneider, Grant Kramer, who played the young lovers, they were intimidated by him, and that was played into the roles they played in the movie. And they were great. The young talent. They were up and coming. Suzanne had been in a couple of John Hughes movies. She had just finished Return of the Living Dead 2. Yeah. Grant Kramer's Hard Bodies. John Allen Nelson was Hunk. So we had the like young Hollywood in there as well, who just great actors, and they're still good friends to this day. And then the Terenzi brothers, it's funny. We wanted that dynamic. We wanted a comedy team. So we only saw people that had worked together for that role. And when they came in, their audition was hysterical. They came in ice cream vendor outfits with ice cream. They started throwing ice cream at us. And they went into their little routine that they had been working together, for I don't know how many years before. So just that they were literally brothers together. So, that's what got them the role. Il a eu une sacrée carrière et des grands rôles au cinéma. Bien sûr, Animal House est le plus connu. Mais il a aussi joué dans José Wales hors la loi de Clint Eastwood. C'était un grand homme, il dégageait une aura juste par sa simple présence sur le plateau. Il intimidait même les autres membres du casting, ce qui était génial parce que ça collait à leur personnage. Susan Snyder et Grant Kramer, qui jouent le couple d'amoureux, avaient vraiment peur de lui et ça se ressentait à l'écran. Ils étaient excellents et très talentueux aussi, en plus de commencer à percer. Susan avait déjà joué dans quelques films de John Hughes. Elle venait de finir de tourner dans Le Retour des Morts Vivants 2. Grant Kramer avait joué dans Hard Bodies, John Allen Nelson avait joué dans Un garçon d'enfer. On a donc eu tous ces jeunes acteurs d'Hollywood qui étaient tous géniaux et ce sont encore de très bons amis à ce jour. Ensuite, il y a les frères Terenzi. On voulait rajouter une dynamique comique et on ne voyait que des gens qui avaient déjà travaillé ensemble pour ces deux rôles. Quand ils sont venus, leur audition était hilarante. Ils sont venus en costume de vendeurs de glace avec des cornets et ils ont commencé à nous les lancer dessus. Ils travaillaient ensemble depuis longtemps, plusieurs années au moins. On aurait dit des vrais frères, c'est ce qui leur a valu le rôle. Et en parlant des frères Terenzi, est-ce que justement les frères Terenzi sont pas une projection des frères Chiodo ? Parce que bon, ils ont des noms italiens forcément, mais ils font des blagues et tout. Donc je me demande si quand vous avez écrit les persos, vous êtes dit ça justement. Well, let me tell you. Yeah. They are based on some of my best friends. There is a Michael Tobacco, who is a ladies' man, debonair, very cool, and so it's really based on him.
Debbie Stone is every girlfriend that I ever wanted, really smart and pretty. Terenzi brothers are interesting. I have two friends, Rich and Paul Terenzi, good friends of mine. In the movie, they're represented as a wild card. They're kind of like comedic sidekicks that are out of sync with the movie. So everything they did was really silly and stupid and out of sync. That is not like the Terenzi brothers. They're both very cool, very smart guys. And in fact, one of them is kind of insulted by the performance where Rich kind of gets the joke. Paul, and I think his son, whose name is Paul Terenzi, is offended by it. And I sympathize with them because they do come off rather silly, but it's never intended that way. The real guys are not like that. The characters in the movie are like Three Stooges, like the Marx Brothers, like Laurel and Hardy. Again, influences that we loved as kids. The names are the same, but not the attitude. Eh bien, laissez-moi vous dire, ils sont basés sur certains de mes meilleurs amis. Il y a bien un Mike Tabaco, qui est un mec très cool et très séducteur au passage. Debbie Stone, elle, représente chaque petite amie que j'ai toujours voulu avoir, intelligente et jolie. Les frères Terenzi, eux, c'est plus intéressant. Rich et Paul Terenzi, dans le film, sont représentés comme des électrons libres. Ce sont des acolytes comiques qui ne sont pas vraiment en phase avec le film. Tout ce qu'ils font est idiot ou décalé. Dans la vraie vie, ce sont tous les deux gars très cool et très intelligents. Et en fait, l'un d'eux s'est senti insulté par la façon dont il est représenté dans le film. Rich a pris ça à la blague, mais Paul, et je crois son fils, qui s'appelle aussi Paul Terenzi, était offensé par le film. Ce que je peux comprendre car il passe vraiment pour des idiots, pour rester poli, mais ce n'est pas du tout mon intention. Les vrais Terenzi ne sont pas comme ça. Les personnages du film sont comme les Trois Stooges, les frères Marx ou encore Laurel et Hardy. Encore une fois, des influences qu'on adorait quand nous étions enfants. Les noms sont donc les mêmes, mais pas les attitudes. Yeah, when it comes to when you're writing a script, you have these characters that come up. You have to call them something, so it's easy to pull, from people you know. So my best friend Joe Lombardo's in the movie. He's the first guy you see in the cocoon. So it's those type of things. It's not necessarily a reflection of who they were in reality, just all the fun names. Because Terenzi's a fun name, and Deer Park, where we came from, there were a lot of Italians. So Quand tu écris un scénario, tu crées des personnages et il faut bien leur donner des noms. C'est plus facile de s'inspirer de gens que tu connais. Mon meilleur ami, Joe Lombardo, est dans le film. C'est le premier gars que tu vois dans le cocon. Ce n'est pas forcément un reflet de qui ils étaient dans la réalité, c'est juste un nom marrant sur l'instant. Parce que Terenzi est un nom plutôt drôle, et puis il y a beaucoup d'Italiens de là où on vient, à Deer Park. Ouais, il ressemble davantage à des persos de dessins animés. Exactly, and the Terenzi brothers, like Steven said, they're like the Marx Brothers. You look at a Marx Brothers movie, there's the movie, and then there's the Marx Brothers in that movie. They affect the story a little bit, but they're kind of oblivious to like the main plot, and they're just going off on their own a lot of the times. Les frères Terenzi, comme l'a dit Stephen, ce sont un petit peu comme les frères Marx. Si tu regardes un film des frères Marx, il y a le film, et puis il y a les frères Marx dans ce film. Ils influencent un peu l'histoire, mais souvent, ils sont très en dehors de l'intrigue principale et font leur propre truc de leur côté. Le film regorge d'effets de créatures et d'effets spéciaux pratiques, votre spécialité donc. Parmi toutes ces créations, laquelle a été le plus gros challenge? Yes, the favorite scene in the film for me, well, I have so many, but the shadow trick. That scene for me, that's something I came up with on my own. I just thought that was a wonderful way to have a clown typically does a performance that attracts people. And typically they join in the fun during a performance. But in this case with the clowns, when you get too close, you're attracted like a moth to a flame. But when you get too close, you realize that, wait, that's not a real clown. And then something deadly happens. And I think the shadow gag played into that really well. Something really clever and outrageous. People are applauding, and then it turns deadly. My favorite scene, and again with Fantasy 2, Gene Warren and his team, that was a real challenging effect. We shot a background plate of the clown gesturing some kind of shadow play. And then we went to the studio and we created these flat two-dimensional puppets that were animated by Justin Cohn, a stop-motion animator I've worked with for years. And that was animated against a brick wall that was made in miniature, like a miniature version of the real brick wall. So we had the little brick kind of texture. And we photographed the shadow of the animation puppet against that white brick wall. And then that was composited with the live action later on. So we have this beautiful scene where the shadow is transparent for the playful side,
and then it turns opaque when it becomes deadly and consumes our spectators. That scene came out exactly the way I had envisioned it, so I'm pleased with that. Ma scène préférée dans le film, même si j'en ai beaucoup, c'est la scène où le clown fait le tour de magie avec les silhouettes et les ombres avec ses mains. C'est une idée qui vient de moi. J'ai juste pensé que c'était une excellente manière de montrer qu'un clown, en général, fait une performance devant une audience. Mais dans ce cas précis, avec les clowns tueurs, c'est comme une flamme qui attire les papillons de nuit. Si tu t'approches trop, tu réalises que ce n'est pas un vrai clown, et puis quelque chose de mortel se présage. Je pense que le gag de l'ombre joue vraiment bien avec cette idée, les gens applaudissent tout contents, et soudain le tour de magie devient mortel. C'était une scène très difficile à réaliser. Toujours avec Fantasy 2, aux effets spéciaux, nous avons tourné une scène de fond avec le clown qui fait des gestes et son spectacle. Ensuite, nous sommes allés en studio et avons créé ces marionnettes en 2 dimensions, animées par Justin Comme, un animateur en stop motion avec qui je travaille depuis des années. Ces marionnettes étaient animées contre un mur de briques qui était une version miniature du vrai mur de briques. Donc, nous avions la texture de briques en miniature et nous avons photographié l'ombre des marionnettes animées contre ce mur. Ensuite, cela a été mélangé avec la prise de vue réelle plus tard. Nous avons donc cette jolie scène où l'ombre est transparente quand le tour de magie est encore ludique. Puis, elle devient opaque quand le tour devient mortel avant d'engloutir nos spectateurs. Cette scène est sortie exactement comme je l'avais imaginé. Donc je suis vraiment content. And then obviously, like Steve said, the technical challenges of the Clownzilla sequence, the kaiju sequence at the end. Originally, we were going to do that in stop motion animation, and that's our specialty. But even on our own production, we couldn't afford it. Gene Warren Jr., he came up to location, and we did it a variety of ways. We did a bunch of perspective shots where we had the Clownzilla head, which was, essentially human size, a little larger than human, where we had Charlie up on a ladder, our cameraman, Gene Warren Jr., on another ladder behind him, shooting the clown head close to the camera with our actors way out in the distance to make them appear tiny. So we did a bunch of those perspective shots and then shot a bunch of plates, but then they recreated the very simple set, what we called the birthday cake set, with all the pillars in miniature, and then Charlie in a tent in their parking lot, and then had Charlie run around in the costume, chasing our talent and picking up the ice cream truck and throwing it in an explosion done by Joe Viscoso, who won the Academy Award for Independence Day and actually blew up the Death Star in the original Star Wars. He was a good friend, and he's another friend that did us an incredible favor by doing the pyro work on the movie. Et comme l'a dit Stephen, les défis techniques de la séquence de Clownzilla, la séquence de Kaiju à la fin, étaient nombreux. À l'origine, nous devions la faire en stop motion, vu que c'est notre spécialité, mais nous ne pouvions pas nous le permettre. Alors, Gene Warren Jr. est venu sur le plateau, et nous l'avons fait de plusieurs manières. Nous avons fait plusieurs prises en utilisant des plans en perspective forcée, où la tête de Clownzilla, qui était à peu près de la taille d'un humain, était placée très près de la caméra, avec nos acteurs au loin pour les faire paraître minuscules. Ensuite, nous avons filmé plusieurs plans sur un décor surélevé, recréé en miniature, qu'on appelait le plateau gâteau d'anniversaire, dans lequel Charlie, avec le costume, courait et s'attaquait au camion de glace. L'explosion a été réalisée par Joe Viscoso, qui a remporté un Oscar pour Independence Day, et qui a aussi fait exploser l'étoile de la mort dans le Star Wars original. C'était un bon ami, et il nous a fait une faveur en faisant les effets pyrotechniques du film. And the challenge for Charlie, I wish this is where he could really give us some details if he was here. Shooting the costume, we were shooting high speed at a higher frame rate. So the performers had to move really quickly in order to do the performance, make it look the way we wanted, timing-wise. So there he was in this animatronic head. He really couldn't see very well. He's on this 3-foot-tall birthday cake, and he had to walk down and hit his marks and everything. It's amazing he didn't fall. But he said he chose to do this because he didn't want anybody else to fall and destroy the animatronic head. So he elected to do it on his own. And he grabbed that truck and flung it, so it was quite a performance. Et le défi pour Charlie était de jouer dans le costume. J'aurais adoré qu'il soit là pour nous donner des détails. On tournait à une fréquence d'image élevée. Donc, il devait bouger très rapidement pour que le rendu de la prise soit bonne. Il avait une tête animatronique sur la tête, il n'y voyait rien.
Il était sur le gâteau d'anniversaire, en hauteur, il devait marcher vite et atteindre ses marques. C'est incroyable qu'il ne soit pas tombé, mais il a choisi de le faire lui-même, parce que, justement, il ne voulait pas que quelqu'un d'autre tombe et détruise la tête animatronique. Il a attrapé lui-même le camion et l'a lancé. C'était très impressionnant. Again, we love practical effects, and it just added to that element to have, again, a little bit of everything in the movie. There is some stop motion in the movie, not a ton of it, but we touched upon all the effects, matte paintings, hanging miniatures, everything. Comme je l'ai dit, on adore les effets pratiques et ils enrichissent vraiment le film. Nous avons touché à tous les effets possibles pour Killer Klowns. Il y a même un petit peu de stop motion. Avez-vous réutilisé des techniques ou des enseignements de vos précédentes expériences pour réaliser les clowns tueurs venus d'ailleurs? Yes. We were making films since we were 10 years old. So a lot of the techniques we used, back then, we look at what needs to be done and we say, okay, how can we achieve that? And it goes back to anything we've ever done. Ed would just mention this perspective technique where you have something close to the camera in relation to something in the distance to make it look big. We shot films like that when we were in high school, where we would have a puppet on a table and then we would run away from it in the distance to make them look bigger. And we used the same technique in our first feature. So, yes, once you do something that works, you tend to use it no matter what production you're involved in. Yeah, you just file it away. It's just another solution to the problem, the issue at hand. Nous faisons des films depuis que nous avons 10 ans. Quand on travaille et qu'on se demande comment pouvons-nous réaliser telle ou telle chose, ça revient toujours à tout ce qu'on a déjà fait auparavant. Edward vient de vous mentionner cette technique de perspective où vous placez quelque chose près de la caméra par rapport à quelque chose au loin pour le faire paraître plus grand. Nous avons tourné des films comme ça au lycée, où nous avions une marionnette sur une table et nous courions au loin pour la faire paraître plus grande. Donc oui, une fois que vous faites quelque chose qui fonctionne, vous la réutilisez, peu importe la production. Ouais, c'est ça. On le garde en réserve. C'est juste une autre solution à un problème qu'on peut utiliser en cas de besoin. Faut qu'on parle des vraies stars du film, les clowns. Ils ont tous leur propre personnalité et une morphologie qui leur est propre. Comment s'est déroulé le casting? Et est-ce que c'était pas trop dur de les faire jouer avec un costume aussi compliqué à porter? It was actually the most challenging part. Typically, it's the vision. You know, you have these tiny little slits for them, and you can see through the mouth. But actually, still, this most serious problem we had was with the shoes. We had big clown feet, and if you've ever walked around in skin diving flippers, that was difficult for them to run and do the tricks they had to do with those big shoes. That was a challenge. But the original designs, I collaborated with Charlie, and what we wanted was 5 distinct body types that you can see in silhouettes, and you'd be able to distinguish that they were different clowns. So was it 4 or 5? There are 4 original clown designs plus Clownzilla. Yeah, so we took those 4 designs. One was round, one was square, one was an upside down triangle, just so they were different shapes in silhouette. And then we took those castings and we then made doubles of them and we customized them differently. We put different noses on them, different ears, different hairstyles, and we created a cast of 8 original clowns based on 4 designs. And that was them. And it wasn't challenging. I think the costumes were very light and airy. They were able to walk around. We had stuntmen doing their stunts with them, flips and stuff. It was kind of fun. The feet, that was the problem. C'était en fait la partie la plus difficile. Généralement, c'est leur vision qui posait problème. À l'intérieur du masque des clowns, vous pouvez voir à travers la bouche, par de très petites fentes. Mais le plus gros problème qu'on ait rencontré était avec les chaussures des clowns. Si vous avez déjà marché avec des palmes de plongée, vous savez que c'est difficile. Donc il fallait faire très attention. C'était difficile pour eux de courir et de faire tous les tours qu'ils devaient faire avec ces chaussures. Mais sinon, quand on les a conçus, j'ai collaboré avec Charlie et ce que nous voulions, c'était 5 types de corps distincts que vous pouvez reconnaître à la silhouette en étant capable de distinguer qu'il s'agissait de clowns différents. On en a fait 4 ou 5 de différentes formes. L'un était rond, l'autre était carré, l'un était un triangle inversé, bref, 4 formes de clowns originales plus notre Clownzilla.
De ces concepts, on en a fait des moulages, puis on a fait des doubles que l'on pouvait customiser comme on le voulait. On a essayé différents nez, des oreilles différentes, des coiffures différentes, et on a donc créé un casting de 8 clowns originaux basés sur ces 4 designs. Et voilà, on avait nos clowns. Et ce n'était pas vraiment si challengeant que ça, car les costumes étaient très légers et aérés. Ils pouvaient se déplacer, et nous avions des cascadeurs qui faisaient des acrobaties avec eux, des sauts périlleux, et ce genre de choses. C'était plutôt amusant. C'était vraiment les pieds le problème. Yeah, and as far as like the characters of the performers, you know, again, we weren't working with seasoned, trained performers to be in the suits. We shot in Santa Cruz, so they were locals. You know, the casting call, we wanted the tallest people we could find and the shortest people we could find. If they had gymnastics or dance abilities, that was preferred. But I can't say we got a couple of mimes here and there. But I mean, just being in the costumes was difficult enough. And the clowns don't do anything super athletic, poetic or anything in their movement. They were just kind of there for the most part. It's the specific antics, the kills that highlighted the clowns. That's where their real character comes from. You know, the chubby clown, you know, that waddle when he walks into the cocoon room and then puts the straw in the cocoon and starts drinking. It's just his mere presence, his physical image really just reinforces what that character, the glutton, the large character, those sorts of things. Ouais, et on ne travaillait pas avec des interprètes professionnels dans ces costumes. On a fait un appel de casting à Santa Cruz pour caster des locaux. On voulait les personnes les plus grandes et les plus petites possibles. Si possible, avec des compétences en gymnastique ou en danse, même si on n'en a pas eu beaucoup en dehors de 2 ou 3, mais dans l'ensemble, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Porter le costume était déjà assez compliqué, et les clowns ne font rien de vraiment très athlétique, ils sont statiques la plupart du temps. Ce sont leurs actions spécifiques et les meurtres qui les mettent en valeur, et révèlent leur véritable personnalité. Par exemple, le clown de Du, ce mouvement de balancement lorsqu'il entre dans la salle des cocons, et qu'il commence à boire avec une paille. Sa simple présence, son image physique, renforce vraiment ce personnage comme étant une espèce de gros glouton. Yeah, and although there are some fan favorites like Tiny, was it Shorty, the boxing glove clown. People love that clown, I think, because they're sympathetic. He's being picked on and gets his comeuppance. But if you look at the end of the film, there is that clown with the giant baseball bat with nails in it, and they're ready to kill. So They're all evil, they're all mean. Et certains clowns sont devenus des favoris des fans, comme Shorty, le petit clown avec les gants de boxe, et les gens adorent ce clown. Je pense que c'est parce qu'il est plutôt sympathique et qu'il se fait harceler, mais finit par se venger. Mais si vous regardez bien la fin du film, ce clown est présent dans le climax avec une batte pleine de clous, prêt à tuer. Donc effectivement, ils sont tous maléfiques. Gino Panza, the actor that played that character, actually, he was a boxer. So that's one of the pluses. He was short, he fit in the costume, and he had boxing experience. So that put the good use. And then Steve Rockhold, who played Slim, we had different names for them on the set. He was 7'2", semi-pro basketball player, actually a firefighter, a volunteer firefighter, who just came out on a whim because he was tall. And he was great. He played, anytime we needed a big clown, he played Slim for the shadow gag. He played Jumbo when he makes Officer Mooney a ventriloquist dummy. Quant à l'acteur qui jouait ce clown, en fait, il était boxeur. C'est l'un de ses avantages. Il était petit et il avait de l'expérience en boxe. Ça a bien servi. Il y avait Steve Rockhold aussi, qui jouait Slim. On avait différents noms pour eux sur le plateau. Steve mesurait 2,18 m. Il était joueur de basket semi-professionnel et pompier volontaire. Il est venu sur un coup de tête parce qu'il était grand et il a été super. C'est lui qui a joué tous les grands clowns dans le film. Il a joué Slim pour le gag de l'ombre et il a aussi joué Jumbo, celui qui transforme l'officier Mooney en marionnette ventriloque. Oh, yeah, he was really tall. It was our goal in the film to make adults feel like children to the clowns. Because when I was a kid, I didn't particularly care for clowns because they would be in your personal space and they were always bigger than me. I'm looking up at these harlequins looking down at me. So we wanted to make the clowns really tall so that all the adults felt like they were kids again with these tall clowns. Notre but avec le film était de faire en sorte que les adultes se sentent comme des enfants face aux clowns. Parce que quand j'étais enfant, je n'aimais pas beaucoup les clowns. Ils envahissent toujours mon espace personnel. Ils étaient toujours plus grands que moi. Je voyais ces grands arlequins me regarder de haut. Je voulais donc vraiment que les clowns paraissent très grands
pour que les adultes se sentent à nouveau comme des enfants face à eux. Et c'est lequel votre clown préféré? Yeah, I did like Slim in the shadow gag. I thought the performance was totally absurd. All his hand gestures, Yeah. creating those shadows, I think did it. And it's just a good looking clown. It reminds me of Bozo, another one of my early childhood fears. J'aime bien Slim dans le gag des ombres. J'ai trouvé que sa performance était totalement absurde. Tous ses gestes avec les mains, ses ombres, j'ai adoré. C'est aussi un clown au look sympa. Il me rappelle un peu Bozo. C'est une autre peur de mon enfance. Yeah, for me, it's again because of the sequence, the jumbo clown. Because when he goes in and confronts Officer Mooney, I think that sequence is really kind of my favorite because it's a different movie at that point. And now our someone we know, we don't necessarily care for him, but someone we know personally, intimately gets killed, and our heroes of our movie, the characters that we do really like, are in jeopardy now. And the movie, it's a different movie from that point. At that point, it is a horror movie. It is a scary movie where it had been kind of light up until that point. Pour moi, c'est le clown Jumbo. Quand il entre dans le commissariat et confronte l'officier Mooney, je pense que cette séquence est vraiment ma préférée parce que le film change à ce moment-là. Nous voyons quelqu'un que nous connaissons être tué. Ça n'est pas un personnage que l'on apprécie forcément, mais on le connaît et là on le voit mourir, et on comprend donc que nos héros sont maintenant en danger. Le film devient différent à ce moment-là. Il devient un vrai film d'horreur qui veut vous faire peur, alors qu'il avait été plutôt léger jusque-là. Comment vivez-vous la réception tardive de Killer Klowns, devenu culte au fil des années? Yeah, it's fun. We had no control over how it was released and distributed. In the subsequent years, we learned that it was really made to fulfill, a home video deal. Back in the 80s when we made the movie, that's when home video was incredibly popular and lucrative. So they needed to fill video shelves and content for emerging cable stations. So it was really more of a commitment to that. So the theatrical release was more to fulfill a contractual obligation to a video company. It didn't get a wide international release, but actually to its credit, and I think this is the strength of the title, and then what's in the movie itself, when it started appearing on cable television, HBO here in the United States, and USA Network, is where it really found its popularity, because it was on multiple times a month, and people would just watch it over and over and over again. And it found its audience, it found its niche. So over time, it's become really popular. And in the last decade or so, the licensing, the merchandising has really helped, kick it up to that next level. Nous n'avions aucun contrôle à l'époque sur la manière dont il a été distribué et diffusé. Nous avons appris après le tournage que si le film a été produit, c'était apparemment pour honorer un contrat vidéo. On était dans les années 80 et c'était l'époque où la VHS était extrêmement populaire et lucrative. Il y avait besoin de remplir les étagères de cassettes vidéo et de contenu pour les chaînes câblées émergentes à l'époque. Le film était donc dédié à ça, et la sortie en salle n'était là que pour remplir une obligation contractuelle envers la société de vidéo. Le film n'a pas eu une grande diffusion internationale, mais en sa faveur, et sans doute à cause de son titre, quand il a commencé à être diffusé à la télévision câblée sur HBO et USA Network, il a vite trouvé son public, car il était diffusé aussi plusieurs fois par mois. Les gens le regardaient encore et encore, et il a trouvé son public et son créneau comme ça. Avec le temps, il est donc vraiment devenu populaire, et ces 10 dernières années, le merchandising a vraiment contribué à le faire passer au niveau supérieur. Il y a même eu un jeu vidéo, Killer Klowns, qui a eu une grosse hype cette année. Est-ce que ça pourrait peut-être relancer le projet Killer Klowns 2 que vous avez en projet depuis un moment? Well, that's our hope. Yeah. In previous years, Killer Klowns has been considered a cult film. And for people who want to finance movies, that's not a big enough audience for them to take the financial risk. Hopefully, with the new current merchandising and the popularity of a video game, it'll convince some of the financial people that Killer Klowns is a pop cultural icon that warrants more publicity and warrants another feature or a TV show or something. So we keep on asking the fans to buy the game, be vocal, let everybody know how popular Klowns is, and that is the way that will help us continue the Clown saga as a sequel.
C'est notre espoir, oui. Depuis quelque temps, Les Clowns tueurs est considéré comme un film culte, mais pour les producteurs, ce n'est pas un public assez large pour qu'ils prennent un risque financier. Nous espérons qu'avec le merchandising actuel et la popularité du jeu vidéo, cela convaincra les financiers que Les Clowns tueurs venus d'ailleurs est une icône de la culture populaire actuelle, et qu'il mérite plus de visibilité. Et qu'il est temps de faire notre film, une série télévisée ou quelque chose dans le genre. Nous appelons les fans à acheter le jeu, de faire marcher le bouche à oreille et de montrer à quel point les clowns tueurs venus d'ailleurs sont populaires. Et c'est comme ça qu'on pourra continuer la saga des clowns avec une suite. Yeah, while we're grateful for the pop culture status from a financial standpoint, the studios want to know that they're going to make their money back in the opening weekend or its first initial run, within, X amount of weeks on streaming. They don't want to hear that it made its money back in 30 years. So that's just the reality of the show business, the business side of show business. But the game is a lot of fun to play. It's like being in the movie. The developers did a phenomenal job, recreating and expanding Crescent Cove, 1988, where the movie takes place. Yeah. The clowns look great. Even though they're CG, they look great. You get to play as clowns, you get to customize them. You can actually, playing as humans is as much fun as playing as clowns, which isn't usually the case. It's a lot of fun. You get on, and my advice is you get a group of people. It's 3 versus 7. You get a group of people, you play together, get those mics and talk to one another, and just have a lot of fun like you will have when you watch the movie. It's best done with a group of people. Oui, bien que nous soyons reconnaissants de son statut culte dans la pop culture, d'un point de vue financier, les studios veulent être sûrs qu'ils vont récupérer leur investissement dès le week-end d'ouverture ou alors dans un certain nombre de semaines via les plateformes de streaming. Ils se foutent complètement de savoir que le film a récupéré tout son argent au bout de 30 ans. C'est juste la réalité du show business. Mais le jeu est quand même très amusant à jouer. C'est comme être dans le film. Les développeurs ont fait un travail phénoménal en recréant et en élargissant Crescent Cove en 1988, là où se déroule le film. Même s'ils sont en images de synthèse, les clowns sont superbes et vous pouvez même les personnaliser. Jouer en tant qu'humain est tout aussi amusant que de jouer en tant que clown, ce qui n'est pas toujours le cas. Mon conseil personnel, c'est d'y jouer avec un groupe d'amis. En gros, c'est un gameplay qui fonctionne en 3 contre 7. Donc réunissez un groupe d'amis, branchez vos micros et amusez-vous comme quand vous regardez le film. Et la suite, elle est déjà écrite, du coup? Yeah, we don't have a screenplay for it, but look, we've had over 35 years worth of time to think about it. We have a concept of doing a trilogy in 4 parts. Where we actually... How come? we start with the original. That's more part 1 of the trilogy. And then we actually have 3 more episodes where we actually follow continuing clown invasions. And we kind of see what happened to our characters. What happened to Mike? What happened to Debbie? What happened to Dave the cop? So we kind of revisit these people at various times in their lives 35 years later as the clown invasion continues. That's our idea right now. And like I mentioned, people are interested in that. But again, it hasn't really gotten to the point where it's so popular they want to invest in it. But hopefully the enthusiasm that the fans are showing right now will build into something that'll convince them. Because I think we're ready for Clowns to come back. Non, nous n'avons pas encore de scénario, mais nous avons eu plus de 35 ans pour y réfléchir. Nous avons en gros le concept de faire une trilogie en 4 parties. On commence avec l'original qui construit la première partie de la trilogie. Ensuite, nous avons 3 autres épisodes où nous suivons les invasions continues des clowns. Et nous voyons ce qui est arrivé à nos personnages, ce qui est arrivé à Mike, ce qui est arrivé à Debbie et ce qui est arrivé à Dave. On retrouve tous ces personnages à différents moments de leur vie, 35 ans plus tard, alors que l'invasion des clowns continue. C'est notre idée pour l'instant. Et comme je l'ai mentionné, des producteurs sont intéressés, mais ce n'est pas encore assez populaire pour qu'ils veuillent investir dedans. Mais avec un peu de chance, l'enthousiasme actuel des fans poussera les choses dans le bon sens. Car je pense que nous sommes enfin prêts pour un retour des clowns. Vous qui avez fait une carrière dans les créations physiques pour le cinéma, comment est-ce que vous avez vécu la démocratisation des CGI et des créatures numériques qui se sont vite imposées dans le cinéma aujourd'hui? Well, for us as a stop motion company in the 90s, when computers were just starting, it really took away a lot of our jobs. Things that were traditionally done in stop motion were now being done by computers. But fortunately for our company, we diversified and we started, we did puppets, we did miniatures,
We did a variety of things. So we kind of worked our way through, but we did embrace new technology. We started shooting digital before a lot of studios did with our animation. The digital compositing tools and post-production tools really made stop motion more efficient and quicker for production. So we actually embraced that technology. So now, even in our most recent productions where I would sculpt something traditionally, now I sculpt on ZBrush, a 3D modeling software. CG is another tool. It doesn't do everything. And what it does do is it won't recreate the kind of tangible physical properties that we have with our traditional effects. No matter how real CG looks, it's always fake. But no matter how fake traditional special effects might be, they're real. Real rubber, real lighting. So I think our fans enjoy the kind of techniques we use in Killer Klowns. And if we do something in the future, we will maintain that traditional special effects technique in the creation of clowns. But we'll always embrace all the other technology just to kind of bring production value and the economy. It's sometimes a lot faster than doing it in traditional ways. Eh bien, pour nous, en tant qu'entreprise spécialisée dans l'animation stop motion dans les années 90, lorsque les ordinateurs ont commencé à se développer, ça a vraiment fait disparaître beaucoup d'opportunités de travail. Ce qui était traditionnellement fait en stop motion était désormais réalisé par ordinateur. Mais heureusement, notre entreprise s'est diversifiée. Nous avons fait des marionnettes, des miniatures et toute une variété de choses. Nous avons donc réussi à nous adapter. Mais nous avons aussi opté pour les nouvelles technologies. Nous avons commencé à tourner nos animations en numérique avant que beaucoup d'autres studios ne le fassent. Les outils de composition numérique et les outils de post-production ont vraiment rendu le processus d'animation en stop-motion plus efficace et plus rapide à produire. Aujourd'hui encore, dans nos productions les plus récentes, là où je sculptais traditionnellement auparavant, maintenant je sculpte sur ZBrush, un logiciel de modélisation 3D. Donc voilà, les effets numériques, ce sont juste un outil pour nous, mais ce n'est pas un outil qui fait tout. Les images de synthèse ne peuvent pas recréer les propriétés physiques et tangibles que nous avons avec nos effets spéciaux traditionnels. Peu importe à quel point les effets spéciaux numériques sont réalistes, ils paraissent toujours faux. Paradoxalement, peu importe à quel point les effets spéciaux traditionnels peuvent sembler faux, ils sont réels. C'est du vrai caoutchouc, de la vraie lumière, etc., etc. Donc je pense que nos fans apprécient les techniques que nous avons utilisées dans les clowns tueurs venus d'ailleurs. Et si nous faisons quelque chose dans le futur, nous maintiendrons ces techniques d'effets spéciaux traditionnels dans les créations des clowns. Et nous accepterons toujours la technologie pour améliorer la plus-value sur nos productions et leur efficacité. C'est parfois plus rapide que les méthodes traditionnelles. Yeah, it's really a great time to be making, entertainment properties because of all the tools that are at your disposal. We have access to everything we've ever done in a practical sense. And now you have this added layer of digital tools, rig removal, rod removal, CGI enhancements. It all goes to help create that vision. I mean, we love the practical stuff, and I think we'll always have a foot in that door, when it comes to those techniques. But the idea is what is the best way to create an effect? We never let the technique define the character. We let the character define the technique. And that's really always been our way of approaching a project, a character, an effect, whatever. Ouais, c'est vraiment une époque formidable pour le milieu de la création, grâce à tous les outils à disposition. On a accès à tout ce que nous avons déjà fait de manière pratique et traditionnelle, et maintenant, il y a cette couche supplémentaire d'outils numériques. Suppression des câbles, suppression des tiges, amélioration, retouche en CGI, etc. Tout cela contribue à créer la vision souhaitée. Nous aimons les effets pratiques et je pense que nous garderons toujours un pied dedans en ce qui concerne ces techniques. Mais l'idée principale restera quelle est la meilleure façon de créer un effet. Nous ne laissons jamais la technique définir le personnage sur lequel nous travaillons. Nous laissons le personnage définir la technique. C'est vraiment comme ça que nous avons toujours abordé un projet. And the mixed media is important to us as well. Some people are experts in one special effect and the entire film will be that one effect. We bring multiple techniques in there to kind of mix it up so you can't tell how it's done. It's a big mystery. Marcel the Shell is another example of multiple techniques, all stop motion, but they're all composited in different ways to kind of create a reality that can't be just defined as a special effect. Et le mélange des médias est important pour nous aussi. Certaines personnes sont des experts dans un seul type d'effet spécial,
Et tout le film sur lequel il travaille utilisera uniquement cet effet. Nous aimons apporter plusieurs techniques pour varier. Ça rajoute du mystère. On ne peut jamais dire comment tel ou tel effet est fait. Par exemple, Marcel le coquillage est un bon exemple de techniques multiples. Le personnage est entièrement réalisé en stop motion, mais incrusté de différentes manières dans l'image pour créer une réalité qui ne peut pas simplement être définie par un seul effet spécial. Je fais un petit documentaire que je vais publier en ligne. C'est comme un film, sauf qu'on n'a pas de réplique et qu'on sait pas vraiment ce que c'est quand on est en train de le faire. Alors dis-moi, elle est comment la vie en ce moment? Tu sais, on dit souvent qu'il faut au moins 20 coquillages pour former une communauté. On n'est plus que 2 maintenant. Il y a moi et il y a ma grand-mère, mamie Connie. Ces derniers jours, je me suis demandé ce que ma famille en penserait. Tu penses qu'ils sont quelque part? Il est grand temps que tu arrêtes d'avoir peur. Lance-toi dans cette aventure. Cependant, il y a eu un vrai retour aux effets pratiques de plateau et aux vraies créatures depuis le retour de Star Wars en 2015. Même actuellement, je pense à Alien Romulus qui est encore en salle et qui possède des effets de créatures old school impressionnants. Évidemment, il s'agit de beaucoup de marketing, mais est-ce que vous pensez qu'Hollywood est en train de trouver un juste milieu entre effets pratiques et effets numériques? I think young people who are growing up and they're watching the films of the 80s are being, I think they're surprised. I think they like it better. They grew up on CG, and I think they're attracted to some of these more traditional effects. And as these people who have been influenced by the movies of the 80s get into power positions as producers, executives, and financial people, and directors, they're bringing back those techniques. And I think you're seeing that in contemporary films. Look at Tim Burton's new Beetlejuice. He's got stop motion animation in it, traditional effects. It's harkening back to a time when I think filmmaking was more organic, more textural, more real in its depiction of fantasy. And I think we'll be seeing more of that. Je pense que la jeune génération actuelle, qui grandissent et qui regardent des films des années 80, sont agréablement surpris. Ils ont grandi avec les effets numériques, et je pense qu'ils sont attirés par les effets plus traditionnels. Et à mesure que ces jeunes, influencés par les films des années 80, accèdent à des postes de pouvoir comme producteurs et réalisateurs, ils font revenir à la mode ces techniques. Et ça commence à se voir sur des films contemporains. Regardez le nouveau film Beetlejuice de Tim Burton. Il utilise l'animation en stop motion et plein d'effets spéciaux traditionnels. Ça rappelle, selon moi, une époque où le cinéma était plus organique, plus texturé et plus réel dans sa représentation de la fantaisie. Et je pense que nous verrons beaucoup plus ce genre de choses à l'avenir. Yeah, I mean, I think it's just evidenced by the 15th anniversary re-release of Coraline, Laika's movie directed by Henry Selick. It, in its 2 weeks release here, it rivaled, it beat out like Deadpool in its like 4th or 5th week here in the United States. It did really well. So people really like that handmade quality to it. So for us, it's always, again, what is the best way to bring a character in effect to life? If it means a puppet live on stage with visible puppeteers and CG taking them out, then do so. If it's like Marcel, shooting it on a recreation of a car dashboard and compositing it back into live action footage of him driving around town, well, that's what you do. It's again, let the character define the technique, not the other way around. Oui, je pense que ça a été prouvé pour la ressortie de Coraline pour le 15e anniversaire du film, un film réalisé par Henry Selick. Au cours de ces 2 semaines d'exploitation ici, il a réalisé de très bonnes performances, battant même Deadpool au cours de sa 4e ou 5e semaine d'exploitation aux États-Unis. Il a très très bien marché. Les gens apprécient vraiment cette qualité artisanale. Pour nous, il s'agit toujours de trouver le meilleur moyen de donner vie à un personnage ou à un effet. S'il s'agit d'une marionnette sur scène avec des marionnettistes visibles et qu'il faut les enlever par le biais de techniques numériques, alors c'est comme ça qu'il faut le faire. Et s'il s'agit de filmer Marcel le coquillage sur une reconstitution du tableau de bord d'une voiture et de l'intégrer numériquement dans une séquence en prise de vue réelle où il se déplace en ville, alors c'est ce qu'il faut faire aussi. Encore une fois, c'est le personnage qui définit la technique et non l'inverse. Comme vous, à vos débuts, Dean Fleischer-Camp a créé sa série de courts-métrages sur Marcel avec peu de moyens et a géré l'animation du coquillage d'une manière plus amatrice. Comment êtes-vous arrivé sur le projet et comment avez-vous assuré la transition au format long avec une animation plus ambitieuse sans trahir sa vision? Marcel was
an amazing project. We worked on that movie for over 7 years. Actually, it came to us from through Kirsten Lepore, actually one of Steven's former students at Cal Arts here in Los Angeles. She had met Dean and Jenny Slate, the creators of Marcel, at a film festival. And then when they found out she did stop motion animation, we're talking to her about how to bring it to life. And then she brought it to us because she's an amazing talent, but she didn't have a production company behind her. And because Steve was her instructor, she brought it here to us, and then we got involved with it. And it's really kind of funny, the challenge involved where they created an amazing character in the original shorts. Those were not done in stop motion. They were done in more of like a pixelation. Dean's background is as an editor, is a filmmaker. So what he would do is he made little Marcel. He would put Marcel in a little setting, then just run a camera on it. And then Jenny would go then do the voice, and then he'd take the footage back and he'd cut out all the stuff of him moving the hands, and he assembled it through an editorial process to create the original shorts. But when it came down to making the feature, we knew we couldn't do it that way. We needed to do a little more traditional approach. So they went off and spent a year coming up with the story, then another year recording the audio portion of it and creating the animatic of it. But the one thing that Dean stressed was, and we all knew, was really important that that Marcel feel real and alive and in those settings. We could never feel like he was composited. And the word that Dean used all the time was authenticity. The character had to be authentic. The settings had to be natural. He had to feel like it was there. So in order to do that, we used every technique known to man in movies. Marcel's and Connie, and then the family at the end, they were all practical characters created through stop motion animation. There are no CG shells or shell family in the movie. There is some CG when it comes to the insects, though there are some puppets in that. But other than that, Marcel and Nana Connie were all practical. Sometimes we shot on pieces of the set that we took from the live action, and we'd shoot it, then composite that set back into the live action. Other times it was shot on a gray screen. We didn't do blue screen or green screen because the characters were very tiny, and to do the amount of spill we would get made it impossible. So we would shoot on gray screen, then roto the character out, and then composite them back in. A lot was done front light, backlight, an in-camera compositing where you shoot essentially you're shooting the matte on alternating frames. A little bit of everything, motion control, plate photography, so where we stabilize the plates and then introduce motion controls, moves in post. You name it, we did it. An amazing technical staff. Eric Atkins was our DP. Z, our VFX supervisor. Jamal Jameson, our VFX, our post supervisor. All headed by Dean Fleischer-Camp and Jenny Slate. They were the creative leads. Really amazing. It's a great little movie. It was actually very emotional to work on it. Very often when animated movies start with an animatic. Well, we made this movie 3 times. We made the animatic, then we went off and shot the live action version of it, and then after that, we remade the movie again with adding all the stop motion characters. And even at the animatic stage, it was powerful. It was moving. It was emotional. I teared up and even cried in the animatic stage, which is really kind of unheard of, that an animatic would move you that much. But I think the finished product is the testament to the hard work of Jenny and Dean. They were the leaders. It was their baby. Marcel était un projet extraordinaire. Il nous a été présenté par Kirsten Lepore, l'une des anciennes étudiantes de Stephen à Cal Arts, ici à Los Angeles. Elle avait rencontré Dean et Jenny Slate, les créateurs de Marcel, lors d'un festival de films. Et ils ont vu que Kirsten faisait du stop motion, et ils ont vite discuté de faire un projet autour de Marcel. Kirsten nous a amené le projet, mais il n'avait pas de boîte de production à l'époque. Nous nous sommes quand même impliqués dans le projet, mais c'est vraiment amusant car le défi à relever, c'était qu'on ne pouvait pas faire, comme dans les courts-métrages originaux, de Marcel le coquillage. Ceux-ci n'ont pas été réalisés en stop motion à proprement parler. Dean était un aspirant cinéaste et un monteur vidéo.
Il a donc créé un petit Marcel et il le mettait dans un petit décor, lançait sa caméra et le faisait bouger en un seul plan. Ensuite, Jenny allait faire la voix, puis Dean mettait le son par-dessus et coupait les moments où on voyait ses mains en train de le faire bouger. Ensuite, Jenny allait faire la voix, puis Dean mettait le son par-dessus et coupait les moments où on voyait ses mains en train de le faire bouger. Et c'est comme ça que les courts-métrages originaux de Marcel le coquillage ont été faits. Mais lorsqu'il a fallu se lancer sur le film, on savait qu'on ne pouvait pas procéder de cette manière et qu'on avait besoin d'une approche un peu plus traditionnelle. Ils ont donc passé 1 an à imaginer l'histoire, puis une autre année à enregistrer la partie audio et à créer une animatique en 3D pour tout ça. La chose sur laquelle Dean insistait, et que nous savions tous, c'est qu'il était vraiment important que Marcel ait l'air réel et vivant. Nous ne devions jamais avoir l'impression qu'il avait été incrusté dans l'image. Le mot d'ordre que Dean utilisait tout le temps était authenticité. Le personnage devait être authentique, les décors devaient être naturels, il fallait qu'on croie qu'il était vraiment là. Pour ce faire, nous avons utilisé toutes les techniques d'effets spéciaux connues à ce jour. Marcel, Mamie Connie, puis la famille à la fin, sont tous des personnages réels créés par animation en stop motion. Il n'y a aucun coquillage en images de synthèse dans le film. Il y a quelques images de synthèse pour les insectes, ainsi que quelques marionnettes. Mais à part ça, Marcel et Mamie Connie sont des personnages réels. Parfois, nous avons tourné sur des morceaux du décor que nous avons pris du studio de tournage de prise de vue réel, nous avons animé par-dessus, et nous avons réincrusté ce qu'on a tourné dans le décor par ordinateur. Et d'autres fois, on tournait sur un écran gris. On n'a pas utilisé d'écran bleu ou d'écran vert parce que les personnages étaient très petits. Et la quantité de reflets bleus ou verts qu'on aurait eu aurait juste rendu ça impossible. On tournait donc sur un écran gris, puis on rotoscopait le personnage et on le réintégrait numériquement dans l'image. On a vraiment fait un peu de tout, et même du motion control. En gros, vous le nommez, on l'a fait. C'était une équipe technique extraordinaire, et c'était vraiment tous extraordinaires. On a dû faire ce film 3 fois. On a d'abord réalisé l'animatique, puis nous avons tourné la version en prise de vue réelle. Ensuite, nous avons refait le film en ajoutant tous les personnages en stop motion. Même au stade de l'animation, le film était fort. C'est un petit film génial, et c'était vraiment très émouvant de travailler dessus. Et j'ai même pleuré pendant l'étape de l'animatique, ce qui est vraiment inédit dans le milieu. Ça n'arrive jamais à cette étape-là. Je pense vraiment que le produit fini témoigne du travail acharné de Jenny et Dean. C'est vraiment eux les leaders. C'était leur bébé. Pour finir, avez-vous un mot pour les fans français de Killer Klowns et de Critters, parce qu'ils sont beaucoup en France? We're really happy that we have such a fan base, but we really enjoy our French fans out there. So I would say keep on looking up to the sky. And but I have this. Je tiens à vous remercier pour cette merveilleuse interview. J'ai passé un moment merveilleux et à tous vos fans de clôture. Continuez à regarder le ciel. Thank you so much. Thank you. That's amazing. It's so cute. No, I mean, again, we're thrilled at both movies because both movies are really special to us. Critters was the first movie that we were responsible for everything critter-wise. We designed it, we built them, we performed them. In the first 4 Critter movies, Critters 1 being the very first, and holds a very special place on us. And we learned, I did anyway, learned so much on the process working with Rupert Harvey, Barry Opper, the producers on that. So when we made Killer Klowns from Outer Space the following year, I kind of used them as my kind of unofficial mentors because I saw how the type of crew they mounted, the people they hired and how they ran their crew and treated people. It inspired me to kind of follow and lead in their direction. And the fact that now that both movies have a worldwide audience and a French audience that love them as much as we love them, it's really great. It makes me feel really great. So hopefully we get invited to come to something in France and get to meet you all in person. Oh, awesome. Thank you. It's really, Thank you. I had a wonderful time talking to you all. And you guys take care. Hopefully we'll see you soon. Eh bien, nous sommes très heureux d'avoir une telle communauté de fans, et nous apprécions vraiment nos fans français. Alors je vous dirais bien de continuer à regarder vers le ciel. Ah, et j'ai aussi ça à dire. Je tiens à vous remercier pour cette merveilleuse interview. J'ai passé un moment merveilleux et à tous vos fans de clôture. Continuez à regarder le ciel. Thank you so much. Thank you. Je veux dire, encore une fois, nous sommes ravis que Critters et Killer Klowns plaisent, parce que les 2 films sont vraiment spéciaux pour nous. Critters a été le premier film pour lequel nous étions responsables de tout. Nous les avons conçus, nous les avons construits, nous les avons joués. Critters 1 étant le tout premier, il occupe une place très spéciale pour nous. Et nous avons appris énormément sur les 4 films Critters en travaillant avec Rupert Harvey, Barry Hopper, les producteurs, etc. Et lorsque nous avons réalisé Killer Klowns from Outer Space l'année suivante, je les ai utilisés comme mes mentors officieux
parce que j'ai vu le type d'équipe qu'ils montaient, les gens qu'ils engageaient, comment ils dirigeaient leur équipe et comment ils traitaient les gens. Cela m'a incité à suivre leur exemple. Et le fait que les deux films aient maintenant un public mondial et un public français qui les aime autant que nous les aimons, c'est vraiment génial. Ça nous fait nous sentir vraiment bien. J'espère que nous serons invités à participer à un événement en France et que nous pourrons tous vous rencontrer en personne. En tout cas, nous l'espérons. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous tous. Prenez soin de vous et j'espère qu'on se reverra très bientôt.